93.5. La tribune des auditeurs, le mur de lamentation vient de commencer. Il y a un technicien qui assure la mise en onde de cette émission. Il s'appelle Bixé au micro. Patrick, nos auditeurs, je sais que vous êtes nombreux à être déjà prêts à composer le 06 21 91 16. On va donc évoquer pour cette émission un sujet qui turlupine énormément Monsieur Stan. Je n'en parlais pas parce qu'il fallait attendre peut-être que le procureur de la République se prononce. Maintenant, toute cette affaire commence à s'éclaircir. Le procureur de la République, dans l'affaire bien sûr dite Wali, par le biais donc d'un communiqué qu'il a rendu public hier, donc le 23 octobre 2019, que vous avez sûrement suivi, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Libreville, Olivier Zaou, a édifié l'opinion sur les derniers développements de cette affaire, dite affaire Wali, qui met en cause Alexis Ndouna. Et à cet effet, il a prononcé non seulement l'inculpation de plusieurs suspects, dont le présumé délinquant sexuel, mais aussi la délivrance d'un mandat d'arrêt international contre ce dernier qui serait en fuite aujourd'hui. Affaire Wali, il s'agit de cette affaire qui défraie la chronique, surtout sur les réseaux sociaux. Cette jeune fille de 14 ans qui a été abusée par un adulte. Voilà, on parle de placement, puisque le procureur de la République a inculpé un ensemble d'individus dans cette affaire, respectivement de proxénétisme, viol sur mineur de moins de 18 ans, et de mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui, infractions qui sont donc prévues et punies par les dispositions des articles 26, 383, 401, 404, 405, 407 du nouveau code pénal gabonais. Voilà. Le procureur de la République a dit notamment que quel que soit le lieu où il se trouverait, les services d'Interpol sont saisis afin de nous ramener le nommé Alexis Ndouna afin qu'il réponde de ses actes, car force doit rester toujours à la loi. On parle d'un mandat international, mandat d'arrêt international à l'encontre d'Alexis Ndouna. On va se questionner quand même dans cette émission, quid des mandats d'arrêt lancés dans ce pays. On sait qu'il y a eu beaucoup de mandats d'arrêt. On se souvient de ce mandat d'arrêt contre Yves de Saint-Fidèle Mapakou de BR Sarl. On se souvient de ce mandat d'arrêt contre Franck Ping. On se souvient également de ce mandat d'arrêt contre le défunt Hervé Ndongema. Tous ces mandats d'arrêt, jusqu'à aujourd'hui, sont sans suite. On ne sait pas à quel niveau les dossiers se trouvent. Est-ce qu'on va être face à une nouvelle situation d'un nouveau mandat d'arrêt, un mandat d'arrêt de plus? Ce sont les auditeurs qui vont nous dire ce qu'il est turlupine par rapport à ce sujet. Allô? Allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Oui, c'est Stan. Monsieur Stan, justement, voilà. On vous écoute. Oui, je vous ai entendu. Voilà, bon, je ne vais pas féliciter ici monsieur le procureur de la République parce que on peut bien constater qu'il s'y prend quand même avec du retard. D'accord? Ça fait plus de 2 semaines que les faits ont été évoqués. Le présumé coupable a même eu le temps de partir du pays. Il a pris la fuite. Je ne viendrai pas ici le féliciter. Et vous faites bien de rappeler, vous dites bien que on devrait également s'interroger sur les précédents mandats internationaux qui ont été émis ici par notre justice. Eh ben oui. Moi, je reste encore limitatif. J'attends de voir. Parce que, comme je l'ai dit ici la semaine dernière, ce monsieur-là appartient à une certaine classe. Et on sait combien de fois des personnes appartenant à sa famille, entre griffes, ont été, disons, caressées dans le sens du poil par notre justice. Donc moi, j'attends de voir. Il est bien beau d'avoir émis un mandat d'arrêt international contre ce monsieur, mais j'attends quand même de voir le dénouement de cette affaire-là. Même si, au fond, intimement, je sais déjà ce qu'il adviendra, quoi. Je sais ce qu'il adviendra. Ouais, il faut savoir que le temps de la justice n'est pas le temps médiatique, c'est pas le temps politique, comme disait le chef de l'État. Monsieur Patrick, on ne vit pas dans un monde séparé des autres. On voit comment ça se passe ailleurs. Je pense que chacun de nous ici a vu ce qui s'est passé
il y a quelques mois avec l'affaire Neymar concernant une affaire de viol. D'accord? On a vu comment ça s'est passé. Le temps de la justice n'est pas le temps médiatique. On a vu comment ça s'est passé. Il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois comme ça ou un peu plus, il a été blanchi. Mais dès que l'affaire a éclaté, la justice s'est saisie de cette affaire-là. Une enquête a été menée et grâce à Dieu, parce que c'est quelqu'un que j'admire, il a été blanchi. On n'a pas dû attendre là-bas 6 mois, 1 an ou 2 ans, je ne sais pas. Les affaires que vous évoquiez tout à l'heure, par exemple l'affaire Bersal, ça fait combien d'années déjà que ces affaires-là n'ont pas encore été finalement élucidées? Qu'appelle-t-on le temps de la justice? Il y a le temps de l'enquête, tout ça, il faut recouper certaines informations, voilà, tout ça, ça prend du temps. Mais bizarrement, les affaires qui se passent au Gabon, elles sont peut-être les plus compliquées. Hein? Elles sont vraiment difficilement, comment dire ça? C'est difficile de trouver des solutions à ces affaires-là, apparemment. Ailleurs, je ne sais pas si c'est... Il faut évoquer ici la compétence des OPJ, ou alors, je ne sais pas moi. Pourquoi ailleurs les choses se passent différemment? Qu'est-ce qui fait que les affaires qui se passent ici, et mettons souvent en avant des gens d'une certaine catégorie, sont difficilement élucidées? Pourquoi? Et comme je disais tout à l'heure, le cas de M. Alexis Ndouna, franchement, je n'attends pas grand-chose. D'accord. Parce qu'on sait qui fréquente et de quel bord il est. D'accord. Merci beaucoup, M. Stan. On va prendre un autre auditeur qui est déjà en ligne. Allô? Oui, je vous prie de diminuer le volume de votre radio. Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Oui, moi, ce qui me turlupine un peu, c'est l'affaire des Bersam. Allô? Je vous écoute. Oui, moi, c'est l'affaire Bersam. Vous savez, nous sommes là dans un état de nous. Monsieur Guy Mapapou, ça fait plus de combien d'années? Ça fait déjà plus de 3 ans. On nous a promis nous payer, on nous a payé le préjudice moral. Moi, j'aimerais savoir où en est le problème de Bersam. Puisque le président de la République a bien dit que tant que le peuple gabonais ne sera pas heureux, il ne sera jamais heureux. Nous ne sommes pas heureux. Comment faire arrêter toute une population? À chaque fois, c'est des mandats d'arrêt internationaux. Comme disait tout à l'heure les frères qui ont pris la parole. Il faudrait que le procureur de la République aussi essaie un peu de voir cette affaire-là. On ne peut pas arrêter tout un peuple. Avec l'affaire de Wali, M. Ndouna, après combien de semaines, il a pris la fuite. Aujourd'hui, comment nous dit que l'on a balancé un mandat d'arrêt international contre ce monsieur, pendant que ce sont les gens de la République qui viennent maintenant, les Gabonais doivent se faire justice soi-même. C'est tout ce que j'avais à vous dire, je reviendrai. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. 06 21 91 16, mandat d'arrêt international lancé contre monsieur Alexis Ndouna, le présumé détourneur de mineurs. Hein, voilà. 06 21 91 16, il est poursuivi pour viol sur mineurs de moins de 18 ans. On va prendre un auditeur. Allô? Oui, allô. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Oui, monsieur Patrick. Bon, voilà. Ce qui me tue le bien, pourquoi oublier de nous envoyer ce que vous avez dit hier pour les telles monnaies, pour qu'on vous envoie un peu d'argent pour aller en Congo. Votre numéro de telle monnaie, pourquoi oublier? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous voyez comment le Gabon fonctionne. Il y a une école avant d'arriver au pont Nomba à votre droite. On dit l'école est là depuis 10 ans. Maintenant, l'État dit qu'ils ne sont pas en jour. Mais vous trouvez qu'ils sont sérieux, l'État est sérieux quand même. Il s'agit de quelle école? L'école qui est avant le pont Nomba, à votre droite là. Il y a une école. Prenez l'union de ce matin, monsieur Patrick. Vous ne connaissez pas le nom de l'école, monsieur Simon? Ok, d'accord, je vous l'envoie tout à l'heure. D'accord. Vous voyez comment ça se passe dans ce pays. Et dans cette union encore, toujours, vous regardez l'autre côté, la police, lui, il s'en fout des papiers, il veut seulement que c'est 1000 francs. Vous voyez comment le Gabon fonctionne. Ce n'est pas quand même normal dans un pays. On doit fonctionner. Le mandat d'arrêt, ça va arrêter. Il n'y a que les pauvres que ça va arrêter. Ah, les riches. Ça ne veut pas arrêter, ça va arrêter les riches. Ça arrête les pauvres. Hein? Les gens font le désordre ici au Gabon, on n'arrête personne. Monsieur Akombessi est parti avec tous les biens du Gabon. Il est chez lui, là à côté, là, au Bénin, là, personne n'arrête. Et vous trouvez que c'est sérieux? Comment on va fonctionner comme ça dans un pays? Je vais revenir, monsieur Patrick.
D'accord. C'était Monsieur Simon Dovendo qui nous appelait. C'est quand même une nouvelle qui va peut-être calmer aussi certaines ardeurs parce que on sentait de la colère monter. Beaucoup d'associations, je disais dernièrement des associations féminines ou féministes, si vous voulez, sont montées au créneau pour dénoncer tout cela. Le ROLBG également est monté au créneau et a dénoncé l'attitude. Le PLC également a dénoncé l'attitude du gouvernement, le mutisme du gouvernement face à cette affaire dite Wali, qui défraie la chronique. Et le procureur de la République, vous l'avez entendu hier, a donc lancé un mandat d'arrêt international contre le présumé Alexis Ndouna, voilà, le présumé coupable de cette affaire. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Je viens pour prévoir une situation sur les problèmes des mineurs, là. Oui. Je profite de cette occasion de parler à ce sujet-là. Je suis le père d'un enfant qui a été violé dans le mois de décembre. Oui. Donc, j'ai découvert ça au mois de février. Ah, votre fille? Oui, ma propre fille. Donc, elle a quel âge à peu près? Elle a 13 ans. 13 ans, d'accord. Oui. Donc, le problème, ça, j'ai soulevé le problème, j'ai poussé plainte. Le problème, aller au tribunal. Mais jusqu'à là, je n'ai aucune suite. Je me pose des questions. Quand on parle on dit le droit des enfants. Je ne pense pas que le droit des enfants, quand on dit le droit des enfants, est-ce que ce droit des enfants-là, c'est pour certains ou bien c'est pour tous? Je ne sais pas, c'est une question que je pose. Comment fait-il qu'une gamine de 13 ans fait violer par un délinquant, je peux dire comme ça, de 19 ans, il a 19 ans, ce sont les étudiants. Ah, il a 19 ans. Il a 19 ans. D'accord. Il m'a fait 13 ans. Elle a 13 ans, d'accord. Elle a 13 ans. Donc, le problème est, jusqu'alors là, je n'ai aucun suite. Bon, je n'ai aucun suite de ce problème-là. Jusqu'à là, il n'y a pas de solution. Il n'y a rien, ça fait déjà presque 6 mois. Je peux dire comme ça, 6 mois, je n'ai aucun suite de ces solutions-là. Donc, c'est le problème des petites Wali que je connais bien. Je suis un des voisins de cette petite. Si vous savez, le jour de ce problème-là, quand je pense, le tapage qu'on a fait ici, et c'est pour ça que je profite de cette occasion de parler, de savoir, il faut que le ministre, je ne sais pas, de la justice, qu'il voit ça un peu. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment voyez-vous ça? En tant que père d'enfant, une gamine de 13 ans qui fait violer par un délinquant, il a 19 ans. C'est une viol mérite une condamnation, je ne sais pas, je suppose. Allô? Allô, je vous écoute. Mérite une condamnation, mais si on bafoue les gens par le droit des enfants, il y a certains enfants qui les droits sont bafoués, moi je ne comprends pas. Mais donc, moi, ce que j'ai profité de cette occasion du problème du petit Ouali, pour se lever ce problème-là, pour que le ministre des Femmes, le ministre de la Justice, puisse voir ces problèmes en paix. Il y a certaines choses qu'on cherche à cacher, mais pourquoi le cacher? Pourquoi le cacher? Le crime, c'est le crime, il a commis un crime sur les mineurs, il doit être puni, comme faut la loi. On nous dit, est-ce que la loi fait son travail? Oui, nous ne sommes pas dessus de la loi. Personne n'est pas dessus de la loi. On respecte la loi. Mais il faut que la loi aussi fasse aussi son travail aussi. Parce que nous aussi, on doit être aussi à côté de la loi. Parce que si la loi déjà ce travail, quand on nous dit laissez la loi faire son travail, si la loi ne fait pas son travail, nous parlons, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je ne peux pas accepter ça, personne. En tant que père de cette gamine, je ne peux pas accepter ça. Personne ne peut pas venir me dire, oh non, vous devez, c'est comme ça que ça se passe. Je ne peux pas accepter ça. J'attends, je n'ai pas encore fait le tapage sur Internet. J'attends d'ici fin décembre. Si je n'ai pas de solution, je fais le tapage sur Internet et puis je donne ça à la justice comme ils font ce qu'ils veulent faire de moi. Parce que je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas aucune suite. J'ai dépensé centaines de mille pour faire tous les bilans de santé de l'enfant. Et ce délinquant, il s'en sort, il est là. Il est là, il vit le content avec
D'accord. Bon, c'était un peu ma contribution à ces sujets-là. Merci. Merci beaucoup. Merci de vous être ouvert d'ailleurs dans cette émission. On va prendre Mokrist Mboko qui est avec nous. Allô? Allô, bonjour monsieur Patrick Chafeli. Bonjour. Bonjour également à tous les auditeurs de la radio, de radio. Je viens tout simplement au sujet du problème qu'évoquait M. Vécourant par rapport à ces œuvres intellectuelles que le ministère de l'Éducation nationale et l'IPN ont plagiées. Je m'insurge contre ces agissements. Je condamne avec la dernière énergie ces comportements rétrogrades et saugrenus de la part des administratifs du ministère de l'Éducation nationale et des responsables de l'IPN. Les œuvres intellectuelles de M. Vécouna sont la propriété de M. Vécouna. Cela ne souffre d'aucune contestation aucune, n'est-ce pas? Alors ces gens-là se les approprient pour avoir une certaine notoriété sur le plan national. Pour moi, ils sont simplement une bande de vulgaires usurpateurs, une bande de profito-situationnistes. Monsieur Vécouna, je loue votre courage, votre sincérité. Je salue votre apport intellectuel au système éducatif gabonais. On a besoin dans ce pays des intelligences comme vous. On a besoin dans ce pays des compétences comme vous. On a besoin de valeurs sûres comme vous pour booster l'enseignement au Gabon. Je vous rends un vibrant hommage. Acceptez mes sincères salutations et mon indéfectible soutien. Je présume que dans d'autres domaines ou secteurs, il y a des intelligences, des compétences et des valeurs sûres comme vous. Sans nul doute. M. Kouna, que je ne connais pas, mais je le soutiens sincèrement pour les œuvres, pour ce genre de travail qu'il fait, pour nous, pour les Gabonais, pour la jeunesse gabonaise. Je reviendrai sans nul doute. D'accord. Merci beaucoup pour ces propos à l'endroit de M. Vécouna. Mais bon, on est habitué à entendre cela à l'endroit des hommes politiques. C'est très rare qu'on le dise d'un citoyen autre qu'un homme politique. Un homme politique peut-être est au bout du fil. C'est Nuage. Allô? Oui, bonjour Patrick. Bonjour Nuage. Mais il y a quelque chose qui peut tuer. Le mandat d'arrêt international sur M. Ndouna Alexis, vous pensez que ça va arriver à terme? Et pourquoi vous pensez que ça ne pourrait pas arriver à terme, comme vous le dites? Parce que le monsieur de la Post Bank, on a donné un mandat d'arrêt international, on va jamais arrêter. Oui, Alfred Babika. Bien sûr. Le mandat d'arrêt, après quel effet? On a débloqué un mandat d'arrêt international qu'on a fait Babika, on n'a jamais arrêté. Oui, exactement. Donc, M. Alfred Mabika Mouyama, Yves de Saint-Fidèle Mapakou, Franck Ping, voilà, les trois sont sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Voilà. C'est pour nous distraire. Il va faire peut-être chez moi, de l'autre côté, au Maroc, où il va peut-être continuer ces choses là-bas. Mais sauf que là-bas, mon ami, là-bas, il y a les lois. C'est ici où c'est la jungle. Donc, vous voyez que le mandat d'arrêt international, là, pour moi, c'est une rigolade. Ok, bonne journée. Merci beaucoup. 06 21 91 16. Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Allô? Allô? C'est mademoiselle ou madame Laure? Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, voilà, c'est vous qu'on attendait quand même. C'est un sujet qui touche beaucoup les femmes. Je ne veux pas dire que ça ne touche pas les hommes, mais bon, en tant que mère, je crois qu'on est plus proche des jeunes filles. Déjà, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez entendu parler de cette affaire? L'affaire de la petite Wally? Oui. Ben, ça m'a choqué parce qu'on n'imagine pas qu'un enfant qui est certainement en plein dans son innocence puisse vivre des sévices pareils. Ça m'a complètement bouleversé, franchement. Ça m'a bouleversé. Alors il y a un mandat d'arrêt. Il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé, un mandat d'arrêt international contre le présumé, n'est-ce pas, responsable de cette affaire. Ça va quand même, vous vous sentez soulagé par rapport à ça? Oui, je suis plus ou moins soulagée par rapport à ça, mais quand j'essaye un peu de ce que se dit derrière, c'est que la petite Wally, elle vient d'une famille assez bien,
Et je crois que c'est la raison pour laquelle l'affaire est en train de prendre cette ampleur. Mais déjà, le prédateur, enfin, le présumé prédateur sera arrêté. Enfin, j'espère qu'il sera arrêté et j'espère qu'il n'aura plus à commettre ces actes sur d'autres petites filles. Et peut-être aussi pour, comment dire ça, faire justice à celles qui ont subi ça avant Wali et qui n'étaient peut-être pas de bonne famille. Vous voyez? Voilà. D'accord. Donc hier, je suis partie un peu sur la pointe des pieds là, mais il faut dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas autant choquée parce qu'on dit souvent qu'il faut battre le cas quand il est chaud. Ouais. Je parlais des discours des hommes politiciens là, qui sont un peu trop beaux. On croirait entendre des contes de fées. Et puis je disais que si peut-être je trouvais un peu de faille dans le discours, peut-être que je croirais. D'accord. Voilà. Donc c'est ça. Et puis je voulais aussi, vraiment, il y a une intervention qui vient de me toucher là, celle qui parlait de M. Ndé. Et effectivement, au Gabon, c'est dommage que les intellectuels ou bien nos intelligences, ceux qui sont là pour pousser certains domaines en avant sont ainsi traités. C'est vraiment dommage. Et on pouvait également se lever pour ce monsieur afin qu'il ait, ne serait-ce que ses droits d'auteur, ce serait une bonne chose. Voilà. Bon, et évidemment, M. Mvé est déjà là et on va peut-être le prendre. Pourquoi pas. Allô, M. Mvé Kouna qui est au bout du fil. Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour, M. Mvé Kouna. Je salue comme ça tous les auditeurs de Gabon News et je remercie également tous ceux qui sont en train d'intervenir par rapport à mon intervention de la dernière fois. Je vais restituer les faits et je voudrais vraiment, M. Patrick, que vous m'accordiez un peu de temps, s'il vous plaît, parce que c'est très important. Vous savez, un pays a besoin des gens qui pensent aussi autre chose que la politique. Malheureusement, on ne pourra pas aller au-delà de 3 minutes. Oui, c'est pas grave. De toutes les façons, tout le monde ne peut pas faire la politique. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'au Gabon, si vous n'êtes pas dans un parti politique, c'est-à-dire qu'on regarde dans le répertoire, on ne vous voit dans aucun parti politique. Apparemment, si vous n'appartenez à aucune loge, n'est-ce pas, vous n'avez pas la voix au Gabon. Vous pouvez être Einstein en personne, personne ne s'intéresse à vous. Écoutez-moi bien. Avant M. V, je ne connais pas un seul mathématicien gabonais qui a écrit un livre de mathématiques à l'intention des élèves gabonais. Nous consommions les ouvrages des Togolais, des Sénégalais, des Camerounais. Nous consommions science. Je suis professeur de mathématiques, je sais de quoi je parle. Or, science est une collection, c'est-à-dire un groupe de professeurs de plusieurs pays s'est retrouvé et ils ont produit un ouvrage. Monsieur V, lui, j'ai appris à Libreville, au Gabon. Du primaire à l'université, y compris à l'INF. Moi, je suis un véritable produit du système éducatif gabonais. Je connais mes enfants, je connais mes élèves, je connais mes petits frères, je connais ce qui se passe. Et c'est pour cela que les mathématiques étant devenues la bête noire de nos enfants, j'ai réfléchi comment faire pour justement que cette matière soit accessible à nos enfants, puisque les mathématiques sont à la base de toutes les études scientifiques. C'est alors que j'ai imaginé le mémento de mathématiques. Tout le monde m'a vu à la télé. Je suis passé sur toutes les chaînes nationales. Je suis allé vendre ce livre-là à des élèves gabonais qui en ont fait usage. Et je vous dis, j'ai reçu des félicitations des parents d'élèves parce que ce livre a beaucoup aidé aux enfants à avoir le BPC, puisque ça prenait de la 5e année, n'est-ce pas, en 3e. Alors, on m'a dit, il faut que tu saisisses le ministre pour que ça puisse être vulgarisé et recommandé obligatoirement aux enfants. Je l'ai fait. Le ministre m'a envoyé à l'IPN, qui est le laboratoire de l'éducation nationale. Ils m'ont dit, on va t'appeler, quand la commission va se tenir, sauf qu'on va appeler d'autres professeurs de mathématiques, vous allez réfléchir ensemble. On verra dans ton ouvrage ce qu'il a à ajouter, ce qu'il a à corriger, ce qu'il a à faire, ceci de façon qu'on produise un produit chimique qui puisse aider nos enfants. Je suis venu rester à la maison. J'ai suspendu la vente de mes manteaux parce que je me suis dit ça ne servira plus à rien puisque l'État va s'occuper de ça. Vous vous rendez compte, M. Patrick, les parents m'appellent tous les jours. Les parents m'appellent, je parle sur une radio nationale, tout le monde m'entend. Je reçois des coups de fil depuis l'année passée pour dire, M. V, nous voulons le mémento. Je leur ai dit non, c'est maintenant au niveau de l'ITN. Alors, à ma grande surprise, je vois des professeurs mathématiques gabonais qui sont réunis à mon absence. Ils n'ont plus jugé utile de m'appeler. Ils ont produit collection Logoué. Bon, de toute façon, à l'intérieur, je ne sais pas ce qui est dedans, mais ce que je sais, c'est que l'idée que des professeurs gabonais fassent un livre pour les élèves
D'accord. Je vous dis que indépendamment des mathématiques, monsieur a fait d'autres propositions qui sont justement aussi en ce moment-là sur la table de l'UPN et je crains que ça se termine de la même manière. D'accord. Je vais revenir. Merci beaucoup, Monsieur Mvekuna, d'avoir respecté votre temps d'antenne 06 21 91 16. On va rapidement regarder les messages qui continuent d'arriver. Bonjour, Monsieur Patrick. L'affaire Alexis Ndouna, c'est la poudre aux yeux. Aujourd'hui, où l'affaire BR Sarl, où est l'affaire BR Sarl? C'est la voix des plateaux qui nous envoie ce message. Le monsieur dont la fille de 13 ans a été violée doit publier le nom de ce délinquant pour prémunir les autres filles. Il y a un autre message. C'est vrai qu'au temps de Bongo, on souffrait, mais il y avait quand même des pauses. Avec Ali, c'est comme si on était en enfer. C'est l'homme de Vénévoir qui nous envoie ce message. Un autre message. Selon les données concordantes, plusieurs victimes et des filles approchées ont reconnu auprès des services de gendarmerie des pressions répétitives à coups de promesses de produits de luxe et des centaines de milliers de francs CFA. Plusieurs victimes affirment avoir été manipulées par des inconnus, voire des proches, qui ont même, pour certains, réussi à les filmer dans des positions sexuelles indécentes pour le plaisir de leur bourreau, discret et aisé, tel que l'un des présumés coupables, Alexis Ndouna, qui est activement recherché. Des sources autorisées n'excluent pas, à l'issue des enquêtes approfondies menées par le juge d'instruction, d'autres révélations et développements dans cette affaire. C'est Joe Box d'Akebe qui nous envoie ce message. On a un autre message. Bonjour monsieur. Bonjour Gabon News. Bonjour monsieur Patrick. Moi j'aimerais savoir quel a été le but de la visite du Premier ministre et sa délégation à l'université. Aussi dans l'affaire Wali, pourquoi le procureur a attendu que ce monsieur quitte le pays pour pouvoir se saisir de l'affaire? C'est ça la justice que le gouvernement préconise. Pitiation, c'est l'auditeur anonyme. Monsieur Cyprien est déjà au bout du fil. Allô? Ouais, monsieur Patrick, je passe d'unité, je vais être bref. Moi, je crois savoir que M. Ndouna était déjà en prison, il était déjà aux arrêts, il était déjà en incarcération au B2 pour les mêmes faits. Il lui a fait sortir, qui a fait en sorte que M. Ndouna quitte les jeunes du B2. C'est d'abord là, il faut d'abord se poser les questions. Il était déjà incarcéré au B2 pour nécessité d'enquête. Maintenant, qui a pesé de tout son poids pour lui sortir de là-bas? Bon, merci, j'en ai terminé. Merci beaucoup. 06 21 91 16. 06 21 91 16. Attends que je me retrouve dans mes notes. Voilà. Alors, il y a je crois, dans l'affaire Alexis Ndouna. On décrit donc le personnage comme étant un proche de la famille présidentielle, un homme d'affaires puissant, et certains se posent la question, est-ce que cette enquête ira au bout, n'est-ce pas, puisque le monsieur dont on parle n'est pas un citoyen lambda, c'est une personnalité qui a une puissance non seulement financière, mais qui appartiendrait à la famille présidentielle. C'est ce qui se dit finalement. Les doutes persistent un tout petit peu dans l'aboutissement de cette enquête. Mais la justice, elle, tient mordicus. Le mandat d'arrêt a été lancé et donc la justice va suivre son cours pour que cette affaire soit finalement élucidée. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonjour monsieur Patrick, comment vous allez? Bonjour monsieur l'homme de Chibanga. Ça va, merci. Ok, comment vous allez? Ça va. Bon, écoutez, moi, qu'est-ce que j'aimerais dire? Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'affaire M. Ndouna et la petite Wali, c'est là qui cache la forêt, monsieur Patrick. Cette histoire de proxénétisme, là, je vous assure que c'était un gros réseau. Alors là, vous n'avez pas idée. Ndouna, c'est un petit poisson. Je vous assure que c'est un gros réseau. Si la justice décide réellement d'enquêter là-dessus, je vous assure que des grosses têtes vont tomber. Je ne suis qu'une petite personne, mais pour le peu que je sais, je vous assure que c'est un gros réseau. Si vraiment la justice se bat, corps et âme, et qu'on ne fasse pas du semblant ou bien parce qu'il faut satisfaire les populations, je vous assure que vraiment ça va tomber. Donc c'est un peu ce que je voulais dire ici. Et parce que cette histoire de proxénétisme, des hommes, des grands types qui sont avec des petites filles, ça ne remonte pas d'aujourd'hui. Rappelez-vous, il y a eu l'histoire du lycée Immaculé, il y a eu l'histoire. C'est un gros réseau. Tout dépend
laissé. Il a fait ce qu'il a fait, mais Ngouna n'est pas seul dans ce pays à avoir fait ce genre d'acte. Si on pouvait vraiment pousser la justice jusqu'à bout, à part faire son travail, je vous assure que vous serez surpris du nombre de personnes qui sont liées à ce genre d'histoire. Voilà, c'est ça que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'homme de Tchibanga. Monsieur Mvé est de retour. Allô? Oui, justement pour poursuivre, pour dire ceci. Toujours dans ma position de chercheur, je me suis rendu compte que nos enfants ne lisent plus. Vous savez, dans nos maisons, vous voyez vos enfants passer la plupart de leur temps devant les écrans de télé. La langue française est écoutée et elle n'est pas écrite. Les enfants aujourd'hui, si vous lisez les productions, ils écrivent un français qui est tout sauf la langue française. Ce qui fait que la plupart de nos enseignements sont donnés en français. Que ce soit dans les sciences, que ce soit dans d'autres matières, les enseignements se donnent en français. Et la restitution, n'est-ce pas, des connaissances de l'élève se fait en français. Or, quand c'est mal écrit, je vous dis, c'est indigeste. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte que le problème que nous, les professeurs, nous constatons au secondaire, en réalité, comme les mathématiques, je voulais même faire, si j'avais participé à la fameuse commission, moi je devais demander, n'est-ce pas, à ce que l'on essaie de faire des séminaires de mathématiques aux enseignants, n'est-ce pas, de l'école primaire, 4e et 5e année. Parce que je vous dis là-bas, c'est n'importe quoi. Ma propre femme est institutrice, je vous dis que c'est moi qui lui ai préparé les leçons de mathématiques ici. Parce que quand elle veut me dire, oh voilà, on dit ça, on dit non, on ne dit plus ça. Ça, c'était les anciennes mathématiques, on ne dit plus ça. Si tu dis ça à tes enfants, quand ils viendront en 6e, 5e, on leur dira qu'on ne dit pas ça. Donc il y a plein d'erreurs là-bas. Vous m'avez suivi à Télé Africa où j'ai démontré une certaine quantité d'erreurs que nous, les professeurs, nous sommes obligés de faire, tout simplement parce que les enfants nous arrivent du primaire avec des lacunes. Donc, il y a ça. Et puis, je me suis dit, pourquoi on va laisser nos enfants à faire des productions catastrophiques, n'est-ce pas, dans la langue française. J'ai imaginé que la notion de roman doit commencer à l'école primaire. Je suis allé voir le ministre, encore moi, M. V. Je n'ai pas un doctorat, je n'ai pas une agrégation, mais je réfléchis pour le bonheur de nos enfants. J'ai dit, monsieur le ministre, nos enfants ne savent pas lire. Ce n'est pas en 6e, 5e, il faut voir ça, parce que les livres de lecture qu'ils ont à l'école primaire là-bas sont très pauvres. Il faut instituer la notion de roman à l'école primaire. Quitte à faire des romans, n'est-ce pas, qui ne sont pas très volumineux. Et j'ai proposé Abia, le jeu de cartes, qui est un texte très, très, très intéressant parce qu'en même temps c'est comique. Pour nos enfants, c'est du sensationnel. Là-dedans, il y a l'histoire des trucs d'écran et tout ça là. Je leur ai dit, voilà un exemple de roman qu'on peut proposer à nos enfants de 4e et 5e année. Le ministre a vu, il a apprécié. Le directeur général des enseignements secondaires et normaux m'a dit, il faut aller à l'IPS. Je suis allé à l'IPS. Alors je vous parle, si l'exemplaire de cet ouvrage sont déposés sur la table de l'IPN, d'ici 4 matins, ils vont sortir un truc là, monsieur ne sera pas convoqué, et on va dire voilà, on a fait le roman à l'école primaire, entre-temps c'est monsieur V qui est à l'origine de l'idée. Vous savez, leur collection, le bruit se vend à 6 000 francs aujourd'hui à l'école primaire, au secondaire, et on impose à nos enfants de payer ça. Ça veut dire que, essayez de multiplier 6 000 par le nombre d'élèves qu'il y a dans le Gabon, entre la 6e et la 3e, regardez la masse d'argent qu'ils vont se faire, tous ceux qui ont participé à cette collection-là. Donc, M. Mbedi ne devrait pas avoir une part là-dedans. Tout simplement parce qu'il n'est pas politicien, il n'est pas dans les loges. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est pas normal, ça, M. Patrick. C'est pas normal. Ça décourage les chercheurs que nous sommes. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Mvé, à ce propos, un auditeur nous dit « Bonjour, je remercie sincèrement Monsieur Mvé. J'ai utilisé ce livre, ça m'a vraiment aidé. Chapeau, Monsieur Mvé. » Voilà. Un autre message. Des éléments de la Direction générale des recherches de Libreville, en coordination avec d'autres services de la gendarmerie, sont en passe de démanteler une bande criminelle spécialiste dans les placements sexuels de jeunes filles, très souvent mineures. Les mises en cause appâtaient leurs victimes avec d'énormes sommes d'argent dans les lycées, notamment dans le très réputé lycée Awassi, dont le responsable Fabrice Awassi et 2 autres femmes viennent d'être mises aux arrêts pour des besoins de l'enquête. C'est Jobox d'Akebe qui nous donne cette information. Voilà. On parle de proxénétisme finalement.
placement des jeunes filles, et on le voit sur Facebook, les gens ne se cachent pas, on affiche même des images des jeunes filles, on a des numéros de téléphone, des groupes WhatsApp qui permettent aux gens de rentrer en contact avec des jeunes filles, on parle des mineurs, ça devient inquiétant quand même. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Voilà. Vous savez pourquoi les mandats d'arrêt que le Gabon lance ne sont pas respectés? Ah, vous allez nous le dire. D'abord, premièrement, c'est pas au procureur de la République de lancer un mandat d'arrêt international. C'est du seul ressort du ministre de la Justice. Maintenant, pour être exécuté, il faut que le mandat d'arrêt soit issu d'un État qui respecte les droits de l'homme. Il faut qu'il soit issu d'un État de droit. Un État de droit suppose un système judiciaire indépendant. Est-ce que c'est le cas du Gabon? Non. Donc voilà pourquoi nos mandats d'arrêt ne sont pas respectés. J'en ai terminé. D'accord. Merci beaucoup pour cette contribution. Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Allô? Allô? Oui. Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Pourquoi Kombaka? D'accord, on vous écoute. Bon, monsieur Patrick, vous voyez qu'au Gabon, finalement, on ne sait pas ce qu'on fait. Quand on ne prend pas de décision, on crie ici et là. Quand on prend des décisions, la question c'est pourquoi on prend encore des décisions. Donc il faut à un moment donné qu'on sache ce qu'on veut. Il y a 2 semaines, on a commencé à crier sur le problème d'Alexis Ndona. Pour tout le monde, il fallait qu'il soit aux arrêts. Maintenant que le procureur prend la décision d'arrêter le monsieur, on trouve des prétextes, on veut maintenant lire les articles ici et là. Qu'est-ce qu'on veut? Ça c'est un. De 2, le procureur quand même, je ne sais pas trop s'il y a un sérieux dans la façon de faire. Nous sommes tous dans les réseaux sociaux. Sur Facebook, il ne se passe pas une journée qu'on ne voit des groupes de jeunes filles gabonaises qui font dans le placement. On a les numéros de téléphone, on a les photos des gens. Mais qu'est-ce qu'on fait? Arrêtez ces personnes-là. Aujourd'hui, on en parle parce que c'est M. Ndona, c'est les quelques personnes qu'on a citées. Mais le proxénétisme est au Gabon depuis un moment. Et c'est récurrent sur Facebook, par exemple. Avec les numéros bien enregistrés. Donc le procureur de la République peut bien prendre le numéro, aller dans une maison de téléphonie et tracer simplement. Et on arrête les personnes qui font ça, quoi. Ok, merci. Alors, merci beaucoup à vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le proxénétisme au Gabon, ces placements, hein, on va utiliser un terme que tout le monde connaît très bien, les placements des jeunes filles, si ça marche, parce qu'il y a de la demande, là, il y a de la demande quand même. Ça veut dire que il y a des gens qui en ont besoin, qui ont besoin de ces jeunes filles. Et puisqu'on parle des grands réseaux désormais, ça veut dire que la demande est forte et que c'est un business qui marche fortement. Donc la demande, c'est forcément des gens qui ont beaucoup de moyens, parce qu'alimenter un tel réseau, il faut vraiment avoir des moyens. Et il y a un auditeur qui est au bout du fil, voilà, qui veut peut-être nous en parler également. Allô? Ah, voilà, l'auditeur est parti. Hein. Il va sûrement revenir, j'en suis très très sûr. On va rapidement profiter à lire donc ce message. Bonjour, j'ai confiance à la cruche Alianga qui dirige le Gabon. Les têtes vont tomber. Non, on ne va pas terminer la lecture de ce message. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick. C'est moi qui reviens, monsieur Patrick. D'accord, on vous écoute. Oui, monsieur Patrick. D'accord. Quand est-ce qu'on va lancer les travaux pour nous faire les routes? Quand est-ce qu'on va faire les travaux pour faire les routes du Gabon? De beaux problèmes, c'est bon. Ben, on a les mêmes problèmes tous les jours. Il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas des écoles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le matin, on voit le président à la télé en train de parler. C'est que le beau discours. Donc, c'est des choses qu'on veut maintenant manger. Hein? On veut maintenant qu'on parle de quelle langue dans ce pays-là. On a les mêmes problèmes tous les jours, des routes, des routes, des routes, des routes. Même qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Non? Il n'y a pas de route. Peut-être que vous vivez à Barcelone, M. Patrick. Est-ce que vous-même vous croyez que c'est sérieux? Donc il n'y a pas de route au Gabon, il n'y a pas de route. Les mêmes choses qu'on parle tous les jours, là, qui comprennent.
pas de route. Qu'est-ce qui se passe? Pour le débat féminin, Libreville Centre, jusqu'au ça n'a pas encore commencé. Le cabinet a dit qu'il faut le couler, ou Yem, jusqu'au ça ne commence pas. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas maintenant quelle langue? Je vais revenir, M. Bakri. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Simon Dovendo. Je disais donc, s'il y a une forte demande, si les réseaux de placement des filles font florès aujourd'hui, c'est parce que il y a une forte demande. Et qui sont les demandeurs, finalement, de ces jeunes filles qui sont placées par-ci, par-là, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule. Il y a certains membres des familles de ces jeunes filles qui sont impliqués. Là, par exemple, dans cette affaire, le procureur de la République, on nous parle de l'ensemble de ces individus qui ont été arrêtés. On cite, il y a des noms qui ont été cités. Il y a eu une jeune fille de 18 ans nommée Roxane également qui est dans cette affaire. Alors, on parle des jeunes filles qui positionnent et qui placent d'autres jeunes filles. Alors, ça, c'est encore plus grave parce que ce sont des jeunes filles entre elles qui aident ces prédateurs, entre griffes, prédateurs sexuels pour des besoins financiers. Donc, on va soulever peut-être la question de la pauvreté sociale, on va soulever la question de la précarité qui peut peut-être encourager certains à positionner, à placer leurs amis, leurs sœurs, etc., auprès des personnes qui ont un peu plus de moyens. On sait, et tout le monde le sait, c'est un phénomène qui a pignon sur rue. Facebook, on est fatigué de voir ça. Vous êtes dans une discussion et vous avez un commentaire où quelqu'un vous dit vous avez besoin des filles, appelez tel ou tel autre numéro, des numéros que l'on connaît, qui sont sûrement répertoriés dans un fichier, comme disait un auditeur tout à l'heure. On vous envoie des photos même des jeunes filles. Je ne sais pas si c'est des véritables photos de ces filles-là, mais voilà. Est-ce qu'on ne peut pas parler aussi de... Il y a un auditeur qui nous disait il y a une semaine, consentement de certaines jeunes filles elles-mêmes. Est-ce qu'on va parler toujours de viol à chaque fois? Parce que le viol, c'est quand même un rapport non consentant, quelque part. Mais si on parle de, pour certains cas quand même, est-ce qu'il s'agit de viol? Parce que lorsqu'on donne son numéro de téléphone, on note sa photo sur Facebook et on est disposé à aller assouvir les besoins d'un adulte quelque part qui a de l'argent, est-ce qu'on peut parler ici de viol? C'est aussi des questions qu'il faut se poser. Et là, il faut interroger aussi la famille et certains parents. Il y a l'éducation qu'il faut revoir. Également, il y a des questions d'éducation. Il y a des questions de... il y a toutes les questions qu'on peut soulever dans cette affaire. Pauvreté, éducation, instruction... Voilà, il y a des difficultés sociales, il y a des jeunes filles qui ne vont pas à l'école à un certain âge parce que les parents n'ont pas de moyens et donc c'est quelqu'un d'autre qui paye, qui va payer les cours de la jeune fille et donc puisqu'il paye les cours de la jeune fille, il en fait un objet sexuel. Il y a tellement de choses autour de cette affaire que ce n'est pas toujours simple pour les victimes de s'exprimer. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, M. Patrick, je reviens là. On vous écoute. M. Patrick, on gère un État comme on gère un ménage. Dans un ménage, il y a des règles. Et vous ne pouvez pas cautionner en tant que père de famille certaines choses dans votre ménage. C'est pas possible. Même si il y a des jeunes filles qui s'adonnent à ces pratiques-là, mais vous, en tant que père de famille, est-ce que vous pouvez cautionner ça, vous, dans votre maison? Ne voyez pas l'État ici comme quelque chose de surnaturel. C'est le même principe que dans votre foyer. Quand vous avez dit chez moi c'est comme ça, ça ne doit pas être autrement. Si au Gabon on dit qu'on ne veut pas de ces pratiques-là, on fait tout pour proscrire ça. Ça ne se négocie pas. Maintenant, si on ne fait rien là-dessus, ça veut dire que ceux qui gèrent cautionnent cela. Si vos enfants rentrent à 4 heures du matin dans votre maison, ça veut dire que vous, en tant que père de famille, vous cautionnez cela. Le principe reste le même. Merci. Allô? Oui, oui.
Oui, bah, on voit des jeunes proxénètes déjà, on parle des âges de 17 ans, 18 ans, ces jeunes filles-là qui placent leurs copines, leurs sœurs. Ça devient inquiétant quand même quand on a des proxénètes aussi jeunes. Mais c'est la pauvreté qui fait ça. Monsieur Patrick, c'est la pauvreté qui fait ça. Quand on met des mécanismes en place pour lutter contre la pauvreté, ça n'arrive pas. Et vous ne pouvez pas combattre ça en amont, en aval, si en amont vous n'avez pas fait un travail. Bon, il n'y a pas que la pauvreté, hein, il y a beaucoup de facteurs quand même pour expliquer cela, parce que la pauvreté seule ne suffit pas. Hein. Monsieur Patrick, nous sommes tous des Gabonais, nous vivons au Gabon, en l'occurrence à Libreville. Nous savons aujourd'hui que nos jeunes filles ne peuvent plus supporter de rester sans argent dans la poche. Ouais, mais c'est pas toujours pour de l'argent simplement. Bon, il y a des gens qui vivent bien, qui vivent normalement, c'est-à-dire pas peut-être une vie luxueuse, mais il y a des jeunes filles qui ont besoin des iPhones, des téléphones, voilà, qui coûtent très cher. Et puis, si vous avez une personnalité qui vous approche ou je sais pas, un homme assez puissant qui peut vous l'acheter et qui vous propose je sais pas, lui livrer des jeunes filles de votre lycée. C'est assez tentant quand même pour les jeunes filles. Monsieur Patrick, je connais mon revenu mensuel. Je sais ce que je donne à mon enfant. Je connais mes limites. Mon enfant rentre avec un téléphone qui dépasse le mien. Je ne dis rien. Il y a problème. Aujourd'hui, une femme qui travaille, elle ne peut pas, avec toutes les charges qu'on connaît, se payer un tissage à 200 000. Mais que font les jeunes filles aujourd'hui? Elles s'adonnent à ces pratiques-là parce qu'elles voudraient ressembler aux autres. C'est un tissage de 200 000. C'est la brésilienne qu'on ne sait pas où on va ramasser, si c'est les cheveux de moi, on ne sait trop quoi. Il faut se vêtir comme les autres. Donc, pour être comme les autres, on fait quoi? On s'adonne à ces pratiques-là. Et c'est vu, c'est cautionné par les gens qui nous dirigent. La semaine dernière, je vous ai dit qu'au Rwanda, le président a interdit que les produits éclaircissants rentrent dans son pays. Parce que pour lui, une femme doit rester telle qu'elle est. Au Gabon, on cautionne tout. Nous sommes un État perméable. La preuve, tous les terrains, on les vend aux étrangers. D'accord. On n'est pas un État sérieux. On a bien compris, on va prendre un auditeur qui, lui, s'impatiente au 06 21 91 16. Allô? Monsieur Patrick, je voudrais maintenant intervenir par rapport au sujet du jour, qui concerne cette pratique que j'appelle, que moi, le sujet que ici nous appelons des pratiques infrasexuelles. Bon, je crois que cette émission est très écoutée. Je ne peux pas m'étendre sur un certain nombre de choses et il y a des choses que je ne peux pas révéler ici. Mais tout ce que je pourrais vous dire, vous, jeunes filles, si vous laissez embrigader dans un tel rapport sexuel, tout simplement parce que vous voulez obtenir le iPhone, vous voulez avoir de l'argent, etc., ce que vous ne savez pas, c'est que le plus grand danger qui vous guette, c'est la mort précoce. Je crois que vous vous êtes rendu compte à l'île que les gens meurent très, 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 très jeunes. Il est très difficile aujourd'hui, vraiment, d'atteindre 50 ans au Gabon, mais beaucoup plus dans les grandes métropoles, surtout l'île par exemple. Qu'est-ce qui a l'origine de ces morts précoces? C'est justement le principe de vampirisation auquel vous vous exposez dangereusement. Bon, vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi ces messieurs-là s'intéressent à avoir des rapports sexuels avec des enfants. Moi, j'appelle ça des enfants, des gamins, des gens très jeunes. Je vous ai dit ici qu'ils fonctionnent comme des véhicules. Un véhicule qui est menacé de cancer doit se ravitailler très vite dans une station-service. Et la plupart de ces gens qui font de la politique, excusez-moi, qui font de grosses affaires, qui, n'est-ce pas, ont besoin d'une certaine réussite sociale, beaucoup d'entre eux signent des pactes avec les démons. Et dans ce pacte avec les démons, il y a une bulle. C'est ça? Le démon a besoin d'énergie vitale et le monsieur, ou la dame, parce qu'il y a aussi des dames qui font la même chose, hein. Il n'y a pas que des hommes. Des pratiques infrasexuelles, il y a aussi des dames qui vampirisent les jeunes filles, ou même les jeunes garçons. Alors, le deal, c'est lequel? Le démon, il vous demande l'énergie vitale, parce que les démons n'ont pas le chakra spirituel situé au sommet de notre tête.
Alors, monsieur V, vous dites, donc, il y a des gars, il y a des dames également qui peuvent vampiriser de jeunes garçons. Oh là là, bien sûr. Mais écoutez, je vais vous dire ici, peut-être que vous ne le saviez pas. Permettez-moi de vous faire une révélation. À Libreville, il existe une secte qui s'appelle nommée le culte de Satan. Vous ne le saviez pas. Il faut des siècles comme nous pour savoir. Il y a beaucoup de grandes dames de ce pays qui, justement, sont là-dedans. Alors, ces dames-là, quand ils sont dehors, ils sont dans de grosses voitures, ils sont dans de gros postes de responsabilité. Vous allez là-bas déposer une demande d'emploi, vous êtes une jeune fille. Après, la dame commence à vous toucher, cela, et ça se dit par un rapport homosexuel, où il y a du lesbianisme. Et dans ce lesbianisme-là, il y a un chakra qui est impliqué, le clitoris de la femme. Alors, quand elle vient vous lécher le clitoris, vous ne savez pas ce qui est ça, puisque cette langue a déjà été magnétisée auparavant. C'est comme le membre que le vieux monsieur introduit dans votre sexe. Ce membre a déjà été induit, soit d'une poudre, précisément la poudre de mandragore, qui a justement des vertus, vampirisantes, des vertus envoûtantes. Alors, vous voyez, après un tel rapport, vous sortez totalement vidé. Vous avez chargé ce chakra, que ce soit une dame ou une femme. Elle s'est revitalisée, elle s'est revigorée, et vous sortez de là totalement vidé. Et quand vous êtes vidé comme ça, c'est votre bouclier électromagnétique que Dieu vous a donné au moment de votre naissance, que nous appelons couramment l'aura, est totalement démagnétisé. Et là, vous devenez vulnérable aux maladies, aux accidents, à la malchance, aux échecs, et tout ce que vous voulez, et plus facilement à la mort. Attention, Monsieur MV, est-ce qu'à chaque fois qu'on verra un adulte avoir des rapports avec des mineurs, est-ce qu'il faut toujours évoquer cet aspect mystico-spirituel, ou bien ça peut être simplement un trouble psychique aussi caractérisé par l'attirance sexuelle persistante d'un adulte ou d'un adolescent envers les enfants? Voilà, c'est pas toujours pour des besoins mystiques. Il y a des êtres humains qui sont comme ça et qui aiment les jeunes filles, voilà. Est-ce qu'il faut toujours faire un lien avec le mysticisme? Oui, un de vos auditeurs que j'apprécie beaucoup avait déjà évoqué cet aspect du problème ici. Je lui ai dit que ça existe, des gens qui ont un appétit sexuel, n'est-ce pas, démesuré, ou j'ai envie de dire contre nature. C'est vrai, mais est-ce que c'est ça qui nous réfléchit? Parce que ce cas-là, il reste tout simplement physiologique. Donc, au plus on peut démontrer que la jeune fille a eu des lésions au niveau de son appareil génital, etc. Mais ce cas, ça se répare très facilement. Oui, je ne dis pas que c'est encouragé, je dis que ça, ces gens-là aussi sont des délinquants sexuels, il ne faut plus dire. Mais le plus grave, qui normalement est un véritable fléau pour la nation, parce que nous avons besoin de nos jeunes pour nous remplacer demain. Donc si on finit de les dire comme ça, alors ça devient quoi? Si nos jeunes mamans, celles qui doivent, n'est-ce pas, faire la société gabonaise de demain, sont rendues stériles, sont vampirisées pour mourir avant 30 ans, mais finalement, nous sommes en train de bâtir quelle nation? D'accord. Pourquoi moi, le spirituel que je suis, je m'intéresse à l'aspect mystico-spirituel du problème. Il y a d'autres, les médecins qui viendront intervenir dans leur domaine. On va donner la parole on va donner la parole à... Faites très attention, car devant cette facilité de gagner la vie, vous risquez de perdre votre vie. Très jeune, merci. D'accord. L'homme de la longue réflexion est avec nous. Allô? L'homme de la longue réflexion est parti au moment où on s'apprêtait à lui donner la parole. Un auditeur nous disait, il fait confiance à la cruche Alianga qui dirige le Gabon. Les têtes vont tomber, même dans le gouvernement, dans l'affaire Alexis Ndouna. Voilà. Un autre dit, le vol, le braquage, les prostituées, c'est la pauvreté, la souffrance et l'éducation. On va d'abord prendre l'auditeur qui est au bout du fil. Allô? Je ne sais pas pourquoi l'homme de la longue réflexion, je ne sais pas s'il nous bip, mais bon, je suis sûr qu'il va nous rappeler. Voilà, il est déjà au bout du fil, on va le prendre. Allô? Oui, allô, bonjour, Patrick. Monsieur de la longue réflexion, on vous écoute. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ok, je salue tous les auditeurs et monsieur MV. Je vais aller un peu dans le même sens que monsieur MV parce que j'ai des amis dans le quartier qui ont vécu un phénomène. Il y a une étape métisse, je ne sais pas si c'est une fille, mais en tout cas ils m'ont dit que c'est quand même quelqu'un dans la quarantaine qui se balade dans un VX
noir, avec des gars costauds à l'intérieur. Donc j'ai un cousin qui allait boire un peu plus haut, donc vers les 3 heures, il descendait à pied, il y avait personne sur la zone du marché. Le véhicule s'est arrêté. La dame l'a demandé que vous allez où? Il a dit qu'il rentrait chez lui, il habitait juste à côté alors qu'il est un peu plus loin. La dame l'a dit non, elle veut le voir, elle veut faire l'amour avec lui. Elle lui proposait une grosse somme d'argent. Bon, mais comme le véhicule était, la dame était assise derrière, la voiture est tout vite fumée, moi. Il demande à la dame, mais vous avez un mari? La dame dit non, 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 c'est moi, je veux faire l'amour avec toi, monte dans la voiture. Donc le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reculé les 3 pas. Et en même temps, il y a un ami qui est lieutenant. Il est à la prison centrale. Il descendait aussi, puisqu'il revenait aussi de la boîte d'Awo, il marchait. C'est comme ça, quand il regarde à distance, il voit, c'est le frangin qui est là à côté. Il lui demande, tu fais quoi? Le frangin dit non, mais la voiture, là, quand je suis passé, elle s'est arrêtée à côté de moi. Et le même, j'ai un autre qui est allé derrière le camp de Gaulle, il était malade. Un centrafricain, un voisin à moi. Il a marché sur son grand frère la nuit et la même voiture s'est arrêtée vers lui vers 1 heure. Donc ça fait déjà 4 personnes. Donc il faut même se les présenter qu'ils témoignent. Et j'ai vu 2 ou 3 frangins de la PJ, je les ai informés de la situation. Je pense que tout le monde qui verront ça. Donc vous comprenez un peu, je vais dans le sens de M. V. Vous comprenez que parfois les choses ne sont pas faites aussi simplement. Allez, merci, je suis à l'écoute. D'accord, merci beaucoup, monsieur, de la très très longue réflexion. Le vol, le braquage, les prostituées, c'est la pauvreté, la souffrance et l'éducation. Les parents ne... voilà, on ne pourra pas terminer la lecture de ce message. Il y a un auditeur. Allô? Allô? Alors, moi je viens, mon frère a quand même raison ce qu'il a parlé. Vous avez vu, est-ce que vous avez vu quand les Brésiliens sont arrivés ici au Gabon, M. Patrick? Vous trouvez que c'est normal que les hommes responsables, comme le président de la République d'abord lui-même, et tout le gouvernement eux-mêmes, ils vont voir les femmes nues. Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux quand même? Au Gabon, ça n'existe au Gabon? Bongo n'a jamais fait ça. Bongo n'a jamais fait ça quand même, M. Patrick. Qu'est-ce que les hommes vont prendre là-dessus? Qu'est-ce que nous on va regarder? Les enfants vont regarder quoi là? Les femmes nues, qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce que tu vas mettre dans ta tête? C'est mauvais des exemples. Comment un chef va prendre la tribune, il met les femmes là nues, pour faire quoi? Ils n'ont pas de femmes? C'est pas quand même normal, mon frère, quand même, que c'est comme une maison. Ton enfant ne peut pas amener un téléphone de 100 000 francs pour tu aies un téléphone de 10 000. Pourquoi? C'est l'État qui fait le désordre. D'abord, c'est celui qui fait le désordre. Il y avait la loi au Gabon, comme auparavant, quand il y avait la folie mobile avant, M. Patrick. Et quand même, il n'y a pas comment tout le désordre comme ça, non? Mais aujourd'hui, tout le monde, et même les chefs eux-mêmes, ils voient les femmes nues. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on va en là? Qu'est-ce qu'on va gagner dedans maintenant? Tout le monde fait pareil. Ils ont l'argent, nous on n'a pas l'argent. On fait comment? On ne suit de rien. Et ça, aujourd'hui, dans les meetings, tout ça, c'est à cause de ça parce qu'on n'a pas d'argent. Pourquoi? Parce que si tu as l'argent, tu vas aller sur les meetings? Non. On peut quand même raison. C'est pas quand même normal. Je vais revenir, M. Patrick. D'accord. Merci, monsieur Simon Dovendo. Il y a, donc je vais terminer la lecture rapidement de ce message. Il parlait de la souffrance, l'éducation, les parents ne jouent plus leur rôle. Chacun est abandonné à lui-même. Le diable est tombé au Gabon. Ou quoi? Où va ce pays? Un autre message, il y a des mineurs qui séduisent volontairement des adultes. C'est vrai que la pédophilie n'est pas conseillée, mais il faut reconnaître que certaines mineurs allument les grands. Dans mon quartier, ce sont les mineurs de 15 ou 14 ans qui font le marché dans leur maison à cause de la pauvreté des parents. Une mineure a osé un jour me dire que je suis un petit. Et chaque soir, il y a des véhicules qui les déposent. Voilà. 06 21 91 16, des témoignages assez qui font froid dans le dos quand même. Hein. Tant que celui-ci est une connaissance de la famille au pouvoir, la soi-disant justice est déjà d'emblée impuissante. La preuve est que... bon, point de suspension, le message n'est pas complet. Bonjour, non, c'est le même message. Monsieur Mvekuna doit savoir que l'antenne de cette émission, c'est pas...
Bon, les attaques, on ne lit pas. Monsieur Patrick, au Gabon, ce groupe de manipulateurs sont des intouchables au monde. Même la CPI ne peut rien contre eux. Ils ont corrompu même l'ONU avec l'argent du Gabon. Pillé, c'est Philippe Bounzanga qui nous envoie le message. Monsieur Patrick, bonjour. Une simple question. Est-ce qu'au Gabon, la justice est libre? Parce que dans ce pays vendu, tout est sous l'impérialisme, tout comme d'autres secteurs sont confisqués par un groupe de manipulateurs dans ce pays. Bonjour Monsieur Patrick, affaire Ndouna, c'est du pipeau. Ils ont eu le temps de l'expatrier et derrière faire une fausse déclaration. En ce moment, il est en France. Oh le Gabon, oh là là, c'est le maltraité qui nous envoie ce message. Voilà pour les messages de notre plateforme, de notre messagerie dite traditionnelle. Il y a donc d'autres messages ici. Le Gabon est le seul pays où tout sert de décoration. On a toutes les institutions du monde que certains pays ne disposent même pas. Office national de l'emploi, mais le chômage est exceptionnel. La Cour constitutionnelle, aucune transparence pour les élections. Le ministère de l'économie, mais le pays est en dette. Je crois qu'il a voulu endetté. Le Sénat, dans un pays, on ne sait pas son importance. Le pays de la République, mais on ne le voit plus. Les Gabonais sont étrangers au Gabon, etc. C'est l'homme de Venez voir qui nous écrit. Monsieur Patrick, quelles sont ces personnes qui ont des gros moyens pour alimenter ces réseaux? La forte demande dont vous faites allusion est faite par qui, si ce ne sont pas ces mêmes personnels? Ces mêmes personnes, pardon. Il a mis deux points d'exclamation et le premier point semblait un peu comme un L. Voilà. Donc, ces mêmes personnes, si on fouille bien, tous ces gens sont même les principaux parrains. Ils nous asphyxient financièrement pour que nos sœurs soient vulnérables. Ils se livrent à eux. Et se livrent à eux, vraiment, nous devons monter une pétition pour demander la démission de tout le gouvernement et même le chef. C'est l'auditeur anonyme qui nous envoie le message. Bonjour, Monsieur Patrick. Où est passée l'émission plurielle de la RTG? C'est le général de Gaulle qui envoie un autre message. Il dit « Cette émission nous permettait de bien visiter le Gabon profond avec toutes ses difficultés. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Nous voulons cette émission. » Un autre auditeur nous dit « Bonjour, Monsieur Patrick. Je pense que par rapport à la question sur les placements, c'est dû tout simplement à la démission de la cellule familiale. Entre parenthèses, père et mère. Être pauvre n'est pas synonyme de prostitution au Gabon. C'est toujours la faute du voisin et jamais la faute de soi-même. Il faudrait qu'on apprenne à assumer nos erreurs, à nous, parents, et non tout remettre à l'État. L'éducation d'un enfant commence depuis la maison avant que l'État ne prenne le relais. Il y a un autre message. Monsieur Patrick, surtout notre prohibité morale, et c'est pourquoi j'interpelle les différents groupes WhatsApp à respecter nos vertus. On ne connaît pas la mentalité de chacun sur cette affaire de sexualité. C'est la voix des plateaux. Il y a un dernier message qu'on va prendre sur notre plateforme WhatsApp. Avant, ils avaient parlé de garde à vue à la DGR, mais comment il a pu s'échapper? Pardon, soyez un peu sérieux, car les médias internationaux vous suivent. C'est Joe Box d'Akebe. On va prendre un auditeur qui est au bout du fil. Allô? Oui, je Patrick. Ouais, je reviens là. Vous voyez le phénomène qu'il y a aujourd'hui. Toutes les jeunes filles se baladent maintenant en tenue vraiment qui les a désirées. Dit-on que dans nos marchés, il y a maintenant les produits qu'on vend pour faire pousser les faits. Est-ce que vous pensez que dans un état sérieux, on peut accepter des choses comme ça? Il n'y a pas longtemps, vous voyez la marque de beurre Jadida avait changé d'emballage. Mais on a bien vu le ministère du Commerce se lever et aller mener des enquêtes. Parce que là, c'est un beurre qui avait changé d'emballage. Mais en plus forte raison, des produits qui ont un impact sur la santé de l'être humain. Et on ne fait rien, on ne dit rien. C'est pas normal. Aujourd'hui, toutes les femmes veulent avoir des grosses fesses. Toutes les femmes veulent mettre des vêtements qui dessinent le corps pour plaire. Mais ça aussi, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait?
pas. Donc, voilà un peu les choses que nous dénonçons, qui sont au vu et au su des gens qui nous dirigent. Mais sans réaction. On a fait le bruit sur les Kobolo. Est-ce qu'on a arrêté? Ces produits-là continuent de rentrer dans notre pays. Là, les enfants ont repris les cours. D'ici décembre, on va encore entendre qu'il y a un qui a amené le couteau, il y a un qui a ceci, il y a un qui a cela. Qu'est-ce qu'on a fait? Merci. Un auditeur est en ligne. Allô? Allô? Laure, qui est de retour. Oui, c'est parce que je reviens parce que je suis un peu sidérée par tout ce que j'entends concernant les placements, les jeunes filles qui se prostituent. J'ai entendu même un message que vous avez lu là qui disait qu'il y a souvent des filles de 14 ans qui ramènent à manger à la maison. En fait, ça me sidère, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Les gens ont tellement perdu l'espoir qu'on permet maintenant tout et n'importe quoi. Autrefois, franchement, on ne pouvait pas voir ça. Hein. Moi, bon, aujourd'hui, de l'âge que j'ai, je ne veux pas dire mon âge à la radio. Jamais, mais au grand jamais, je ne pouvais me permettre de me balader ou bien d'emmener des garçons, des hommes à la maison. Et puis mes parents le permettaient. Alors, mais une fille mineure qui fait les courses à la maison, qui fait le marché, est-ce que c'est pas une impuissance des parents aussi face à la difficulté? Justement, ça montre l'impuissance des parents, mais impuissant à quel point? Vous êtes impuissant, d'accord? Ils sont pas peut-être d'accord que leur fille ait déjà une relation à cet âge-là, mais ils n'ont pas le choix peut-être aussi. Non, on a toujours le choix à mon avis. D'accord. Parce que gagner de l'argent, aujourd'hui, ce n'est pas se prostituer. Gagner de l'argent aujourd'hui, ce n'est pas travailler dans un grand bureau ou bien avoir de grandes fonctions. Il y a plusieurs manières de gagner de l'argent. Je ne sais pas, les Gabonais, nous n'avons pas cette humilité de se dire qu'on peut, je ne sais pas, récolter les mangues qui poussent derrière nos maisons, aller vendre ces mangues et se faire, je ne sais pas, 1 000 francs. Moi, j'achète souvent des tas de mangues à 500, 4 mangues. Imagine ces dames qui vendent ces mangues-là. Elles ont je ne sais pas, une dizaine de mangues, 500. Elles rentrent avec quelque chose. On a tellement perdu l'espoir qu'on ne veut plus travailler, on ne veut plus se démerder soi-même au point où on livre nos enfants. C'est quand même assez incroyable. Mais je suis quand même optimiste parce que je sais que dans tout ce tralala, toute cette foutaise qui se fait en ce moment, il y a encore des moments qui ont ce souci quand même de protéger leurs enfants. Par exemple, j'ai vu une là, elle est vraiment avec une grande fille. La fille, elle doit avoir peut-être 13 ou 14 ans. Elle est au lycée d'application. C'est un moment, tous les matins, elle l'accompagne. Elle va la chercher à l'heure de la fin de ses cours. Elle la ramène à la maison. Je pense que c'est mieux, hein, parce que franchement, avec tout ce qui se passe là, il ne faut même pas laisser une brèche. Je pense. Franchement. Bon, merci, je suis à l'écoute. Merci beaucoup, Madame Laure. Vous êtes la seule dame dans cette émission qui intervient régulièrement. Un auditeur est en ligne, Monsieur Daniel. Allô? Allô? Moi, je suis en cours, donc je vais participer un peu au stade du jour là. Oui, Monsieur Daniel, on vous écoute. Oui, alors il y a à peine 15 minutes, j'étais même au tribunal là. Et je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça, mais je vois qu'ils ont arrêté des complices de la supposée, de l'accusé, on va dire. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Oui, tout à fait. On en parle même depuis le début de l'émission. Ah d'accord, ok. Bon voilà, donc je peux dire que quand même c'est quand même encourageant, mais je vois aussi, bon, selon ce que j'entends, parce que j'étais au tribunal pendant un petit moment, il paraît que bon, je pense qu'ils veulent aussi engager des actions contre les médias qui a plus ou moins alerté l'activité, parce que c'était pas une bonne information. Je vous rappelle. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Daniel. Voilà, on parle d'engager une procédure contre un média qui a soulevé cette affaire. Bon, on va attendre que
les choses se précisent. Il y a un auditeur, l'homme de la longue réflexion. Allô? Oui, Patrick. Allô? 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 On vous écoute, monsieur de la longue réflexion. Bon, moi, j'ai juste une question, hein, parce que moi, je me comprends. Dites-moi comment vous allez faire pour bloquer ça. Comment ça va se faire? On est au 21e siècle. Comment vous allez faire pour faire entrer ça dans les têtes des parents? À mon niveau, à moi, je peux comprendre. Je peux éduquer ma fille. On lui dit ce qu'elle ne doit pas faire. Mais elle a une partie des responsabilités à elle. Parce que quand elle sort le matin, je peux lui dire, quand tu vas à l'école, voilà ce que tu vas faire. Si tu n'as pas cours, ne traîne pas. Mais au niveau, elle sort de chez moi à 7 heures. Elle arrive, elle a cours à 9 heures, mais pourtant elle est censée sortir à 13 heures. Mais après 13 heures, elle n'a plus cours. Comment moi je veux savoir si elle est rentrée? Comment je saurai si à 7 heures elle n'a plus cours? Donc je pense qu'il faut louer les parents ou les enfants ont encore un sens de responsabilité, de moralité. Parce que Patrick, c'est difficile de savoir que tu as une maman qui va vendre rien que le piment de 100 francs au marché. Elle habite à la belle de cochon ou au fin fond de Kinguélé. Elle a 7 filles dans la maison qu'elle doit nourrir. Elle est seule. Donc pire encore si elle loue. Et elle est censée nourrir peut-être les enfants au riz sec. Comment elle va faire pour empêcher à ses enfants de se retrouver dans la débauche? Je ne vais pas dire tous les 4. Vous avez peut-être 2 et parfois même 3. Il y a une seule qui va réussir. Les autres vont perdre confiance. Donc à un moment donné, je ne pense pas que le problème, c'est d'expliquer, mais les enfants aussi n'ont pas de responsabilité. Vous avez les petits filles de 14 ans. Moi, je vois là au quartier chez moi. Tu vois une petite qui a peut-être 12 ans. Il est 21 heures, elle est là avec une petite kilote, elle est en train de marcher. À l'instant, est-ce que ses parents lui cherchent? Elle est là, tout le machin, les petits garçons là, les bangados là. Est-ce que les parents lui cherchent? Mais dès qu'elle va se retrouver se faire violer quelque part, c'est là où le parent va sortir que non, on a violé ma fille à 21 heures. Mais de 20 heures à 21 heures ou de 19 heures, est-ce que ta fille était à la maison? Donc à un moment, c'est un peu compliqué. Et il faut aussi comprendre que nos grands boss là, nos parents là, qui sont au sommet de la République, vous allez fouiller dans les grands immeubles là, ils ont des petites filles qui logent dans ces immeubles là, ils meublent, qui ont peut-être 16 ans, 15 ans. Est-ce que les autorités vont jusqu'à fouiller là-bas? Ce pas des mineurs? Pour un vieux qui a 65 ans, 70 ans, qui est militaire de la République, ils en ont plein qui logent dans les maisons. Allez-y, regardez, elle roule dans les grosses voitures, vous voyez tous les jours. Et quand tu regardes, elle ne travaille pas, elle ne fait rien, mais elle est entretenue par quelqu'un, elle a 16 ans, est-ce qu'elle n'est pas mineure? C'est parce qu'on voit ce qui viennent dans Facebook, dans les photos de Facebook là. Nous voyons tous. Ce n'est pas les filles en question qui mettent leur visage. Mais qu'est-ce qui ne vous dit pas que c'est un réseau de pédophiles qui est derrière? Donc à un moment donné, il faut comprendre que l'État aussi a raté une partie d'éducation de sa population. Parce que pour combattre quelque chose, il faut d'abord que le sommet arrive à comprendre et mettre une base. Donc allez, merci, je suis à l'écoute. À demain. Merci beaucoup. On a monsieur l'homme de Chibanga qui nous a rejoint. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick. On vous écoute. Bon, écoutez, vous vous rappelez, il y avait une histoire qu'on avait tous lue dans le journal où on faisait allusion à un monsieur qui avait tué une jeune fille dans les PK. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Ça vous dit rien? Bon, peut-être continuer à développer, peut-être qu'on va se retrouver. C'était dans le journal L'Union, on avait retrouvé un corps et puis quand on a mené les enquêtes, c'était un monsieur d'une cinquantaine d'années. Mais quand vous lisez l'histoire en question, le monsieur avait dragué la jeune fille, je pense, dans la journée, il est
moquer du monsieur, mais comment un monsieur comme ça va être avec une petite fille? Quelques jours plus tard, on retrouve le corps de la jeune fille dans de l'herbe. Mais ce que je voulais soulever ici, vous voyez des gens qui voient quelque chose qui est anormal, parce que tous savaient bien que c'était le dossier de régler ici, ils ont laissé faire. Ouais. C'est ce que je voulais un peu relever. Pourquoi on tolère des choses qu'on ne tolérait pas il y a peut-être 15 ou 20 ans? Il y a 15 ou 20 ans, c'est cette histoire de plus. Il y a des choses, il y a des morales, on était d'une certaine moralité qu'on a plus aujourd'hui. C'est vrai, on va accuser la pauvreté, tout ça, mais la pauvreté ne remonte pas d'aujourd'hui. Nous sommes issus des familles de prolétaires, on n'a pas grandi riches. Mais pourquoi on n'avait pas ces mentalités-là? Pourquoi? Parce que tout simplement, la cellule familiale, il y avait de bonnes bases. On était bien éduqués, on avait des bonnes valeurs. Mais ces valeurs-là, elles sont passées où? Quand vous avez des propres parents d'une famille qui envoient leurs propres filles, nièces, cousines et neveux aller se faire coucher, excusez-moi de l'expression, par un monsieur. Parce que quand vous vérifiez bien, ce sont les tantes de Wally, ce sont ses tantes, ce sont ses nièces. Mais comment? Ça veut dire qu'on a touché le fond. Pourquoi des valeurs qu'on n'avait pas avant, aujourd'hui on les a? C'est vrai, on va accuser la pauvreté. Mais la pauvreté n'excuse pas tout. Il faut reconnaître que notre société est en perdition. On a accepté, on a des valeurs qu'on a aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 30 ans, il y a 40 ans avant. Donc il faut qu'on essaie de revoir notre moralité. L'État, oui, l'État fait, mais l'État ne fait pas tout. Nous-mêmes, quand nous étions petits, nous faisions la police dans notre propre maison. L'enfant du voisin, c'est mon enfant. Si je vois l'enfant du voisin en train de fumer une cigarette alors qu'il n'a que 12 ans, ben, il prend une bonne claque. Pourquoi ces valeurs-là, on les a plus aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui c'est je sais pas, pourquoi aujourd'hui c'est du chacun pour soi? Moi, je vous assure, moi, ça me sidère quand je regarde l'histoire de Wally, mais ce sont ses propres tantes qui l'envoient à l'abattoir. Et on ne parle pas des personnes éloignées ou des personnes qu'elle ne connaissait pas. Ce sont ses propres parents. Bon, allez, merci, je reviendrai. D'accord. On va rapidement lire le message de cet auditeur. Dites aux mamans d'arrêter d'habiller leurs filles mineures comme des adultes, car les hommes qui les hommes, voilà, car les hommes qui les regardent dans la rue n'ont pas tous, je crois qu'il a voulu, ne sont pas tous responsables. Car les hommes qui les regardent dans la rue ne sont pas tous responsables. Tous ne vont pas se retenir face à une belle fille mineure sexy. Voilà. Monsieur Mve Kuna nous appelle. Allô? Oui, monsieur Patrick, j'interviens par rapport à l'intervention de mon compatriote qui vient juste de raccrocher. Vraiment, il a fait une très bonne analyse. Je crois que c'est l'homme de Tibanga, je ne sais pas trop. Tout à fait. Voilà. Donc, je lui dis chapeau. Effectivement, je vais aller dans son sens. Oui, il a dit tout à l'heure, nous avons aujourd'hui des comportements qu'on n'avait pas avant. D'où nous viennent ces comportements? Monsieur, mon cher compatriote, je vous ai dit tout à l'heure en début d'émission que dans ce pays-là, le Gabon, G-A-B-O-N, si on ne vous retrouve pas dans les répertoires des états-majors politiques, les fichiers du parti politique, si on ne vous retrouve pas dans leur secte secrète, dans leur loge, vous n'avez pas d'identité. Vous pouvez être Einstein, vous pouvez être de René Descartes au Gabon, je vous jure, vous n'avez pas d'identité. Monsieur vécu dans le désert et personne ne vient auprès de moi, tout simplement parce qu'il ne me voit pas là-bas. Mon cher compatriote, monsieur V a dit ceci au Premier ministre à travers une correspondance. L'intellect s'éduque dans les lycées, collèges et universités. Mais la conscience s'éduque dans les centres religieux. Cela est vrai dans tous les pays du monde. Si au Gabon, on éduque l'intellect, c'est-à-dire la capacité de maîtriser les lois pour transformer la matière positivement pour en faire quelque chose d'utile au confort du corps matériel, mais la conscience, elle s'éduque dans les centres religieux. Alors, regardez un peu comment le Gabonais vit sa religion aujourd'hui. Regardez la spiritualité du Gabonais. J'ai publié sur Facebook, allez sur Facebook, vous tapez Basile Nvenkuna. Oh, chers compatriotes, Jean-Baptiste a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. J'ai publié une déclaration du président chinois Xi Jinping, allez la lire. Et pour remédier
j'ai proposé au Premier ministre de créer au Gabon un conseil spirituel national. J'en ai parlé à cette émission. J'ai écrit au Premier ministre. Le Premier ministre m'a envoyé chez des ministres pour dire allez voir ces gens-là, vous allez travailler avec eux. Après, vous reviendrez me montrer le rapport et je soumettrai son président de la République. Depuis qu'on sait, j'ai écrit à ces ministres-là, motus, bouche cousue, blackout total, on ne dit rien. Ça veut donc dire que, bon, moi, je ne peux plus accuser le Premier ministre parce qu'il m'a donné un feu vert. Ça veut dire que, quelque part, il est assis dans l'ombre des gens qui ne veulent pas que la conscience collective des Gabonais s'élève. Ils ont vu certainement la pertinence du Conseil spirituel national qui va revaloriser les trésors spirituels et culturels du Gabon, rattacher le peuple gabonais à ses valeurs culturelles et spirituelles ancestrales qui ont fait l'identité du Gabonais, qui ont fait la force de l'Africain que nous sommes, le bantou que nous sommes. Reste 15 secondes. Qui vont permettre, n'est-ce pas, d'initier en fait la politique culturelle et spirituelle de la nation. Bon, de toute façon, ce projet, il est aujourd'hui, je ne sais pas où il est. Donc, comprenez maintenant que pendant que ça traîne, ben, écoutez, les gens se livrent à tous les comportements qui nous ont été importés, n'est-ce pas? D'accord. Notre volonté. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur Mbekuna. Un auditeur est en ligne. Allô? Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, diminuez le volume de votre radio, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est 4 Julien. D'accord, on vous écoute. Oui, moi, quand j'écoute tout ce que les gens sont en train de dire, là, moi, je me pose la question que tous ces religieux-là, comme j'ai dit la dernière fois, ils sont où? Les pasteurs, les bishops et tout ça, là, ils sont où? Pour prier et pour parler de tout ce qu'on a en train de dire, là, ils sont où? Parce qu'ici, on a des séminaires à gauche, à droite, donc tous ces mots-là, il n'y a personne d'entre eux qui est fort pour prier pour le pays. Donc les prières qu'ils font souvent pour le Gabon, ça ne sert à rien alors. Hein? Même ceux qui disent que la pauvreté ne s'excuse pas. Ok, on ne refuse pas. Mais la pauvreté dans notre pays, ce sont des personnes qui ont éradiqué la pauvreté. Moi, je vais prendre l'exemple de l'Inde. L'Inde, c'est un Indien qui a créé, qui a actuellement la plus grosse association de microcrédit. C'est un Indien qui a exporté ça. Hein? Comment vous allez dans un pays où on ne peut pas compter les gens? Il faut qu'on sache combien de mères s'y souffrent, combien de jeunes garçons ne sont pas formés. Il faut qu'on ait un centre de statistiques pour qu'on puisse mieux prendre en charge tout ce monde-là. Pourquoi la pauvreté n'a rien à voir là-dedans? Vous êtes sûr? Hein? Il faut faire quelque chose, il faut que les gars arrivent à faire quelque chose d'abord. Monter tout le monde là, les chômeurs et tout ce monde. Il faut pas c'est-à-dire que vous, êtes journaliste, quand vous tapez dans le site des statistiques, on sait par exemple qu'au Gabon, il y a tant de jeunes filles qui n'ont pas d'emploi et qui sont prêtes à être qui veulent être formées. Hein? Il n'y a que nous pour le faire. Comme les Indiens l'ont fait. Aujourd'hui, il y a l'exemple du Rwanda, ou du Kenya, où il y a des filles rangers qui gardent des parcs nationaux. Hein? La pauvreté aussi à voir. Nous aussi, les parents, on a aussi notre part de responsabilité. Parce que nous aussi, on a des enfants qui nous dépassent, des enfants qui sont rebelles. Qui préfèrent aller vivre dehors. Hein? On va faire quoi? Quand vous avez tout fait, l'enfant ne veut pas, il préfère aller rester ailleurs. On fait comment? Hein? Il faudrait que les religions aussi nous disent. Les prières là, du Gabon, tous les jours, on prie pour le Gabon, on prie pour le Gabon. Mais on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, je remets l'antenne. D'accord. Merci beaucoup. Il y a un message à l'endroit de l'homme de la longue réflexion. Monsieur de la très longue réflexion. Il y a la responsabilité parentale. La maman ou les parents plongés dans les réseaux sociaux, dans les séries, parlant des sexes à tout bout de champ. Et à quel moment on veille à l'éducation de nos enfants? C'est compliqué. Voilà, c'est la voix des plateaux qui envoie ce message. Il y a un autre message. Le Gabon va mal. Monsieur Patrick, figurez-vous qu'une fois, un couple très influent, monsieur et madame, a approché ma petite à l'ancien Paolo en lui proposant une partouze avec le couple contre une somme d'argent. Malheureusement, ce couple a été insulté et a été obligé de partir de ce lieu. Voyez-vous même jusqu'où ces gens sont capables d'aller. Pitiation. Voilà, c'est un auditeur qui se fait appeler l'auditeur anonyme. Bonjour, monsieur Patrick. Je vous avais demandé de me communiquer inbox le numéro de monsieur Mbekuna. Sauf refus de sa part, veuillez me le faire savoir. Voilà, donc monsieur Mbekuna pourra confirmer
si nous pouvons passer son numéro à un auditeur. Hein. Il y a un autre auditeur qui nous dit, on va d'abord prendre cet auditeur qui nous appelle. Allô? Oui, Monsieur de la longue réflexion qui revient. oui, mais monsieur, la voix de Platon me répond. Mais pourquoi il n'a pas répondu au monsieur qui a demandé où sont les chrétiens? Pourquoi il n'a pas répondu? Non, mais il avait écrit avant l'intervention de... Mais oui, mais Patrick, la voix de Platon, il pense que toutes ces choses contre les cultes là on parle, ça existe maintenant ou ça existe depuis la nuit des temps? Mais au fur et à mesure que le monde évolue, les choses sortent de l'ombre et ça apparaît à la lumière. Monsieur la voix de Plateau, c'est pas de toi à moi, c'est pas nous qui créons ça. Il y a des gens qui sont à l'origine de ça. Laissez voir ces personnes-là. Mais il parle de la responsabilité parentale. Il dit les parents sont aussi responsables, monsieur de la longue réflexion. Il a parlé des réseaux sociaux qui occupent les parents. Il y a les séries telenovelas également qui occupent les parents. Du coup, ça empêche la communication entre les parents et les enfants. Et là, ça m'amène à, pourquoi pas, à soulever cette question. Est-ce que certains parents parlent de sexualité avec leurs jeunes filles parce qu'on constate que c'est encore un tabou dans beaucoup de familles. Et donc, les jeunes filles sont obligées de prendre des conseils auprès de leurs copines, auprès de des personnes extérieures de la maison, parce qu'à la maison, par exemple, les parents n'en parlent pas. Et surtout, les papas, ils se gênent de parler de sexualité avec leurs jeunes filles, alors que nous pensons que le père est la personne même qui serait mieux écoutée par la jeune fille, parce que d'abord c'est un homme et donc il a l'expérience, il a été un garçon à l'époque, donc il a été un jeune garçon et donc il connaît un tout petit peu l'approche masculine auprès des jeunes filles. Un auditeur au bout du fil, allô? Oui, monsieur Patrick, ne serait pas long. Tout simplement pour dire que quand monsieur V vous parle d'un certain nombre de choses, c'est parce que peut-être que vous le savez ou pas, en plus d'une école de spiritualité, monsieur vient un cabinet de consultation. Je vous dis que je reçois ici des jeunes filles gabonaises qui ont été ventilées, qui ont subi justement des rapports sexuels ventilants. Je les délivre ici et je les protège. C'est pas de la publicité que je fais. Nous avons tous nos vrais, n'est-ce pas, que notre nation se porte bien. Mais c'est vrai, on va dans les églises et tout ça, je ne sais pas si c'est efficace là-bas, mais nous autres qui avons appris ces choses-là en Occident, justement, c'est sûr que l'Occidental nous a passé. Quand on vient dans notre pays, nous ne faut pas considérer. Mais si on veut délivre les jeunes filles vampirisées et nous les protège, ça c'est de un. De deux, M. Patrick, monsieur veut diffuser la connaissance. Je suis à beaucoup de médias, indépendamment du vôtre. Mon numéro c'est le 07 77 12 96, 07 77 12 96. Et je vous autorise à le donner à toute personne qui vous le demande. Parce que M. Mvé ne fait pas le commerce, M. Mvé délivre la nation gabonaise. C'est une autre façon de délivrer une nation quand vous donnez la connaissance, car seule la connaissance peut rendre l'homme libre. Merci. L'homme de la longue réflexion qui est de retour. Allô? Oui, Patrick. Imaginez-vous, donc vous aurez voulu que l'État gabonais, les Gabonais, dans l'ignorance, en fait, il n'existerait pas de réseaux sociaux. On devait couper tout ce qui est comme chaîne de canal et tout ce qui est montré là-dessus, des chaînes nouvelles. Non, c'est pas ce qu'il dit. Allô, c'est pas ce qu'il dit. Il dit il y a aussi la responsabilité des parents. Mais Patrick, qui vous a dit que les parents ne parlent pas à leurs enfants? Et quand sont les parents d'abord? Il en connaît combien? Dans son quartier, là où il habite, il en connaît combien? Il est sûr qu'il n'en connaît pas des parents qui éduquent leurs enfants, parmi ses amis, ses oncles, les neveux, tout ce qui suit après les. Pourquoi vous dites aujourd'hui que c'est les parents qui ne parlent pas aux enfants? Moi, j'en connais qui éduquent leurs enfants. Moi, j'ai ma grande soeur, tous ces 4 enfants, ils le battent. La dernière fille, jusqu'aujourd'hui, elle est partie en France. Mais elle est toujours, aujourd'hui, elle a quoi, 14 ans. Mais elle a l'aspect que la mère lui a expliqué, elle est toujours là. Donc, il ne faut pas dire que c'est les parents. Vous pensez que quoi? Comme a dit le monsieur tout à l'heure, si tu croises un enfant dehors, tu le frappes. Mais imagine-toi que tu casses à cet enfant l'œil. Tu es sûr que son parent va comprendre que tu l'as frappé parce que tu l'as vu dehors? Et vous aussi, arrêtez de raconter
Voilà. L'homme de la longue réflexion vient de nous quitter. On va prendre un autre auditeur. Allô? Oui, monsieur. Monsieur Stan, on vous écoute. Oui, bon, je viens d'écouter l'homme de la très très longue réflexion. Et je veux dire que il faut que chacun prenne également ses responsabilités. Hein. Je crois que un enfant, il s'éduque. C'est vrai que l'enfant ne reflètera pas forcément l'image de son père, ou ne verra pas forcément tout ce que ses parents lui diront, mais que ce soit l'échec ou la réussite d'un enfant, tout ça incombe toujours aux parents. Toujours. Si ton enfant réussit, quelque part, tu as ta part de responsabilité là-dedans. Également, si l'enfant échoue, les parents, il est vrai, ont leur part de responsabilité dans tout ce que nous constatons aujourd'hui. Que ce soit ceux-là, comme il disait, la dame qui a ses 4 enfants qui ont eu le bac et qui apparemment réussissent, mais que ceux-là qui n'arrivent pas à éduquer leurs enfants, moi, il faut aussi parfois faire preuve d'humilité. Et j'en discutais avec des collègues il n'y a pas longtemps. Il ne faut pas simplement regarder le mauvais côté de la chose. Il y en a qui réussissent. Mais si on est humble, on devrait quand même essayer d'aller vers ces gens-là ou essayer de voir comment ils font, essayer de répliquer ça chez nous. Il y a ça aussi à faire. Si un enfant... Mais il soulevait le problème des difficultés de certaines familles au quotidien, la précarité. On parlait de jeunes filles de 14 ans. Un auditeur nous envoyait un message pour dire ces jeunes filles qui venaient, qui faisaient les courses à la maison avec leurs propres moyens. Elles faisaient le marché à la maison. La maman impuissante ne peut rien dire puisque elle n'est pas capable, elle, de faire le marché parce qu'elle n'a pas de moyens. Et donc, ce sont ces jeunes filles mineures qui, elles, avec les relations qu'elles ont, je ne sais pas, avec des personnes adultes, qui s'occupent d'elles. Finalement, on fait comment dans cette situation? Non, déjà, je vous disais la semaine dernière que la précarité n'excuse pas tout. Je suis désolé. Si on part sur ce principe-là, on va contre un mur. On va contre un mur. Toi, en tant que parent, une jeune fille de 14 ans qui est la tienne, si déjà elle a un iPhone de 200 000 francs, tu vas te poser des questions. Si tu ne dis rien, c'est que quelque part tu encourages ta fille là-dedans. Oui, mais monsieur Stan, je ne sais pas si vous comprenez, il y a des besoins qui sont immédiats. Quelqu'un a besoin de manger là maintenant. Qu'est-ce que vous lui proposez comme solution? Oui, attendez, quelle est la différence entre un homme qui vend sa fille ou ses enfants dans les loges et quelqu'un, et un père par exemple, qui n'a pas les moyens, comme vous dites, de nourrir sa famille, mais qui permet, sans rien dire, à ses enfants d'aller se prostituer? C'est quoi la différence? Vous savez qu'il y a des jeunes filles dont la scolarité est payée par des hommes qu'elles rencontrent partout parce que les parents n'ont pas la possibilité de payer sa scolarité, par exemple. Vous le savez? Je le sais, mais... Voilà, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce qu'on doit faire face à ça? On doit dire quoi aux parents? De continuer de tolérer cela ou bien pas? Je pense que c'est vrai, il y a la précarité qui existe, mais il y en a aussi qui, dans cette précarité-là, arrivent quand même à payer la scolarité à leurs enfants, comme je disais tout à l'heure. Un homme qui a ses 4 jambes, qui souffre, mais qui a un voisin qui souffre également, mais qui lui arrive à payer la scolarité, à s'occuper de sa famille, mais qui peut se rapprocher de celui-là pour savoir comment il fait. Pour savoir comment il fait. La précarité n'excuse pas tout, monsieur Patrick. Sinon, on n'a pas alors à s'insurger quand on voit des jeunes garçons de 12 ans, 14 ans qui braquent. On dirait quoi? Que parce qu'ils souffrent, ils doivent être autorisés alors à braquer, à tuer des gens. Je suis désolé. D'accord. On a bien compris, monsieur Stan, un auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, on s'achemine progressivement vers la fin de l'émission. Monsieur Franck, on vous écoute. Oui, tout à l'heure, je vais un peu réagir comme mon grand frère de la très longue réflexion. Je crois que nous, les parents, tous nous éduquons nos enfants. Mais il faut comprendre aussi que avant, lorsque moi j'ai grandi avec la deuxième femme de mon grand-père, il avait 3 maisons. Une maison pour ses enfants, une maison pour la première, une maison pour la deuxième. Et les enfants, il n'y avait aucune différence. Par contre, dans nos quartiers aujourd'hui, il suffit que tu croises l'enfant du voisin en train de fumer, dès que tu grondes ou tu tires l'oreille, le petit va aller pleurer, il va se plaindre, et le papa va venir là-bas torse nu, dire qu'on va se battre. Or que c'est pas normal. Moi, j'ai le droit aussi d'éduquer l'enfant de mon voisin. Parce qu'après, quand il va devenir un bandit, il va pas seulement me braquer, il va braquer aussi ses propres sœurs. Et
l'entourage. Donc je crois que nos enfants, nous devons les éduquer. Et s'il faut mettre la dure, on va mettre la dure. Moi, c'est ce que je voulais un peu intervenir. Voilà. Je suis à l'écoute et bon appétit déjà à vous là-bas. Merci beaucoup. Donc, voilà, tout le monde a la responsabilité, n'est-ce pas, de l'éducation de tous les enfants. Un auditeur au bout du fil, allô? Oui, allô, c'est parti. Monsieur Diom de Tibanga qui revient. Oui, je voulais vous raconter une anecdote d'une histoire que j'ai vécue quand j'étais un peu plus jeune, hein, par rapport à la pauvreté. Vous m'écoutez? Je vous écoute. Alors, je devais avoir peut-être dans les 19-20 ans, hein. Il y a de cela peut-être 10 ans. Et c'est comme ça, j'avais une amie, on avait tendance à aller suivre la télé chez elle, puisqu'elle avait des chaînes câblées, vous voyez. Mais on s'était rendu compte avec des frères à moi, que le père ne suivait jamais la télé. C'est-à-dire, il n'imposait jamais que voilà, mettez-moi le journal, tout ça. Bon, on ne comprenait pas pourquoi. On se disait, bon, c'est un bon père, apparemment il laisse ses enfants suivre la télé. Et c'est comme ça, je décide de poser un peu des questions. Et c'est comme ça qu'on me fait comprendre que la fille que tu vois, c'est elle qui paye tout dans la maison. Et c'est comme ça qu'elle a interdit au père de suivre la télé parce que pour elle, il est responsable, il n'arrive pas à subvenir aux besoins de la famille. Donc vous voyez jusqu'où la pauvreté peut nous amener. Le père avait interdiction de suivre la télé qu'elle a acheté, les chaînes câblées qu'elle achète, parce qu'il n'arrive pas à subvenir aux besoins de la famille. Elle avait par contre un monsieur qui s'occupait d'elle, qui subvenait aux besoins de la famille. Donc c'est elle qui devenait maintenant le père dans la maison. Donc vous voyez, quand on parle de la pauvreté, ça aussi, ça joue aussi. Tu vois, il y a des gens qui vivent des situations difficiles. La petite, elle payait tout, le tout, la nourriture, tout, et je vous assure, cette famille ne manquait de rien. Quand je me suis renseigné, c'était un monsieur qui habitait un peu plus haut, qui payait tout dans la maison, et en contrepartie, ben, lui, il avait la petite en question. Donc, voilà quoi, ne rejetons pas absolument la pauvreté aussi, ça joue. Bon, allez, merci. Merci beaucoup. Il y a un message. Je suis d'accord avec l'intervention de l'homme de Tibanga. Quand tout va bien, l'enfant ramène les gros sachets de nourriture et des enveloppes à la maison. Là, tout va bien. C'est quand il y a un souci que tout le pays est au courant. La faute revient aux parents qui encouragent les enfants à la facilité et pour accuser l'État après. C'est IDES qui nous envoie ce message. Ça fait très longtemps, hein, IDES. On ne voit plus trop vos interventions ici. Un auditeur au bout du fil. Allô? L'homme de la longue réflexion. Oui, je voulais dire que, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui n'a pas réussi à venir vous conseiller? Je vous ai dit, le meilleur conseiller, quand je fais le constat, c'est celui qui a déjà quelque chose. Parce qu'apparemment, quand il vient vous parler, il vous prend toujours son exemple. Mais le problème, c'est que celui qui est en face de toi, que tu essaies de conseiller, parce qu'il est venu te demander une aide. Et tu sais ce qu'il en subit? Avant de venir chez toi, est-ce que tu connais le nombre de parcours qu'il a fait pour arriver chez toi? Tu ne sais pas si il est quitté du PK5 en vélo à pied pour venir te dire que tonton, je veux de l'aide. Mais quand il va venir s'asseoir chez toi, tu vas d'abord lui raconter ta vie parce que tu es bien assis, tes enfants mangent bien, tes enfants apprennent bien. Mais est-ce que toi-même, quand tu te l'as mis dans sa tête pour savoir ce qui se passe dans lui, comment vit sa maman, et que le reste des faits sont les vrais? C'est ce que je compte aujourd'hui, hein, parce que tout le monde qui prend l'exemple ne mesure pas la difficulté que les autres vivent. Ils prennent d'abord l'exemple sur eux. Et ils sont nantis, ils vivent bien. Ils mangent, ils arrivent à manger. Mais ces familles qu'on est en train de critiquer, leurs enfants se dehors, qui connaît un peu quelle est la réalité de leurs parents aujourd'hui, sur la vie actuelle? C'est bien beau de venir jouer le maître, mais lève-toi, prends tous ces enfants qui veillent devant les boutiques de Maliel à partir de 2h, 4h, qui nous braquent la nuit, mais va voir comment les conditions de vie de leurs parents. Et tu viendras me dire si sa maman ne l'éduque pas. Il y a des parents aujourd'hui, même s'ils ne sont pas d'accord avec ce que leurs enfants font, mais ils en profitent, Patrick. Parce que le temps que son enfant est bandit, lui, il va passer par là, n'importe quelle heure, on ne va pas le braquer, il ne saura pas pourquoi, mais toi, tu vas passer par là, le voisin, tu seras braqué tous les jours. D'accord. Voilà, donc, c'est terrible aujourd'hui. Ok. Allez, merci, à demain.
Merci beaucoup. À demain, il nous reste 6 petites minutes encore dans cette émission avec les auditeurs. Il y a déjà un qui est au bout du fil. Allô? Allô, c'est Stan qui revient. Retour de Stan, on vous écoute. Oui, si j'essaie d'appréhender un peu ce que monsieur, l'homme de la très longue réflexion dit, c'est que donc quand un parent n'a pas assez de moyens, il ne peut pas jouer pleinement son rôle de parent en fait. Il y a des barrières qu'il ne peut pas mettre autour de son enfant. Ça va être quand même difficile, hein, ça va être difficile. Non, monsieur Patrick, soit on est un père ou une mère ou on ne l'est pas. Donc ça veut dire que si votre enfant veut la Jordan et que vous ne pouvez pas lui offrir la Jordan, en contrepartie, vous ne pouvez pas par exemple lui dire que le soir, il ne doit pas, à partir d'une certaine heure, il ne doit pas être dehors. S'il veut manger du steak tous les midis, c'est que vous ne pouvez pas lui offrir, vous ne devez pas en contrepartie lui interdire une certaine chose. Non, mais là c'est différent. On parle d'un enfant qui n'a pas mangé, par exemple. Qu'est-ce qu'il fait? Vous n'avez pas la possibilité de lui acheter à manger. Vous faites quoi? Vous le retenez à la maison ou vous le laissez se battre comme il peut? Non, votre enfant ne doit pas se battre comme il peut. C'est vous qui devez vous battre pour lui. Vous n'avez pas, vous ne pouvez pas lui offrir tout ce qu'il veut, tout ce dont il a besoin. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas, c'est parce que vous ne pouvez pas. Entre temps, vous ne croisez pas les bras pour continuer de vous battre. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez livrer votre enfant à la nature. Je suis désolé. Je vous posais la question tout à l'heure de savoir quelle est la différence alors entre ces gens-là qui vendent leurs enfants dans les loges maçonniques. C'est quoi la différence alors? Quand vous laissez votre enfant de 14 ans, votre fille, aller dehors faire n'importe quoi et ramener à manger à la maison, est-ce que c'est de son ressort? C'est quoi la différence alors? Vous êtes en tant que parent, même si vous n'avez rien, vous devez lui apprendre que la vie n'est pas facile. Elle n'est pas facile, il faut se battre. Se battre et gagner sa vie dignement. Ce n'est pas en allant pousser avec des hommes qu'elle devra vivre et ramener de quoi manger à la maison. Ce n'est pas comme ça. Même dans la pauvreté, on a le droit d'être digne. Dans la pauvreté, on doit apprendre à ses enfants des valeurs. Ce n'est pas en faisant preuve de laxisme. Je suis désolé, en prenant pour prétexte de la pauvreté. Je suis désolé. Il y a des exemples qu'on connaît partout dans le monde, des gens pauvres qui ont réussi quand même. Ils ne se sont pas donnés à n'importe quoi. Il faut qu'on ait toujours pour référentiel le positif. Ne regardons pas simplement le côté obscur de la chose. Je suis désolé. Si on garde cette attitude-là, on n'avancera pas. Ça veut dire quoi? Quand on est pauvre, on ne peut pas sortir de la pauvreté, on reste là, on s'appuie lorsque l'on sort. Qu'est-ce que ça signifie? En tout cas, moi, je ne suis pas de ceux-là. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Stan. Il nous reste 3 minutes. On pourra prendre un seul auditeur maintenant, parce que si c'est une intervention de 3 minutes, c'est un auditeur. Voilà, c'est le dernier qu'on va prendre pour aujourd'hui. Allô? Allô, c'est pas alors la dernière. Ben voilà, c'est une dame qui boucle l'émission et ça, je crois que ça va nous permettre de passer une très bonne journée. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec M. Stan. Hein. Il faudra vraiment que les parents comprennent qu'en prenant la responsabilité d'emmener un enfant au monde, quelle que soit leur situation sociale ou financière, ils ont le devoir d'éduquer cet enfant, de le nourrir et tout ce qui va avec là. On ne peut pas admettre que, pour raison de pauvreté, un enfant se trouve livré à la rue ou livré à des pratiques sexuelles qu'il ne devrait pas vivre, soi-disant, pour amener de l'argent à la maison. Ce n'est pas normal. Quelle que soit la pauvreté, moi je dis toujours, et je le pense, j'y crois également, qu'une personne adulte a dépassé, peut-être que ses parents sont malades, il y aura des cas dans ce que je vais dire là, mais en tout cas, lorsque tu as toutes tes facultés physiques, tu ne peux pas te permettre de rester là assis et attendre que ton enfant ramène de la nourriture à la maison. Et après, est-ce qu'on voit plus loin? Cet enfant qui va chaque fois, prenons le cas des jeunes filles, qui va chaque fois se livrer à la prostitution dehors, elle tombe malade, elle attrape l'HIV ou je ne sais pas. Allô? Oui.
Oui, mais c'est pas toujours de la prostitution au sens premier, c'est-à-dire c'est souvent une relation validée par les parents. On a un adulte qui arrive, il gare son véhicule, C'est une forme de prostitution, voilà, il vient tout à fait. voir la jeune fille, c'est officiel, quoi. C'est une relation normale, en fait. Non, c'est pas normal. Enfin, je parle C'est pas pour les normal. parents, C'est une c'est-à-dire prostitution. les parents trouvent Parce que cette qu'est-ce qu'on relation appelle normale. prostitution? Prostitution, je crois, à mon avis, que c'était un rapport sexuel que l'on a avec quelqu'un en contrepartie de l'argent. Mhm. Voilà. Donc, si cette petite fille-là... Oui, mais elle tombe si c'est son, malade. si c'est son partenaire de tous les jours avec qui elle est en train de fonder une vie et tout ça, est-ce qu'on peut parler de prostitution dans cette situation? Bon, faut essayer de fonder une vie à 14 ans, ça encore, c'est démesuré à mon avis, hein. C'est démesuré. Donc, je pense que ça ne devrait pas se faire. Et les parents devraient toujours être au devant de la scène, se battre. Se battre. Il y a même les petits secteurs comme la vente des poissons brisés, la vente des beignets, des gâteaux, je sais pas. Ce sont toujours les étrangères qui sont au devant de la scène. Nous, on n'a pas les mains, on ne s'est pas préparé. On peut le faire. Pourquoi livrer nos enfants? Qu'est-ce qu'on inculque aux enfants là? Demain après-demain, elles deviendront mères, elles vont également prostituer leurs enfants. Et au final, les mamans qui exposent les enfants, quand elles seront vieilles, qui va prendre soin d'elles? Parce que quand on met un enfant au monde également, on attend que cet enfant grandisse et nous rende, enfin, pas forcément, mais que cet enfant soit là à notre vieillesse. Si l'enfant tombe malade et meurt après nous, D'accord. qu'est-ce qu'on aurait gagné? Il faudrait que les gens voient un peu plus loin que leur nez, que les gens poussent la réflexion, quoi. Merci. Bonne fin de journée à tous, bon appétit. Merci Et au revoir. beaucoup à vous, Madame Laure, d'avoir bouclé cette émission. On va se dire donc au revoir. Il y a des messages qui sont arrivés. Est-ce que les hommes d'église se sont déjà prononcés par rapport à ce sujet en condamnant? Il y a un autre message. Il faut que les gens voient plus loin que leur nez, car les enfants ainsi exposés ne pourront vous soutenir dans votre vieillesse et peut-être mourront plus vite que vous suite à des maladies acquises sexuellement. C'est Laure qui nous envoie ce message justement. Monsieur de la très longue réflexion, on parle de la part de la responsabilité des parents. Monsieur Patrick, le procureur avait fait une descente pour arrêter les mineurs aux heures tardives. Ces mêmes parents se sont insurgés contre le pouvoir public. Après, à qui la faute? C'est la voix des plateaux. Pour la responsable des chrétiens sur tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est compliqué du fait que nos religieux se font guider pour... Alors, je comprends pas très bien le message. On va se dire au revoir. On se retrouve donc demain à partir de 11h00. Dernière émission de la semaine. Le technicien du jour, c'est le Big C. Vous connaissez. Au micro, moi-même. Au revoir. À demain. .5